Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc on va démarrer ce cours, pratiquement à l'heure. Déjà je suis content de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien et qu'on va réfléchir ensemble sur un sujet intéressant. La paracha de cette semaine qu'on va lire, c'est le paracha de Korach. En général, le sujet qu'on développe sur la paracha de Korach, c'est sur la marloquette, c'est sur la querelle. Mais étant donné que j'ai déjà fait récemment un cours sur la querelle, donc j'ai préféré vous faire un autre cours. En fait, c'est pour expliquer pourquoi est-ce que cette paracha de Korach, elle est collée avec la paracha de Chukat qui vient juste après. Maintenant, tout le monde sait que la paracha de Chukat, elle parle du dogme par excellence de la Torah. On parle du sujet de la paradouma, la vache rousse. C'est la loi incompréhensible de la Torah par définition. D'accord. Et juste avant, il y a la paracha de Korach. D'accord. Et Korach, on sait, c'est la querelle qui a eu, la contestation qu'il y a eu par Korach et tout son groupe contre Moshe Rabbeinu, qui ont remis en cause l'autorité de Moshe Rabbeinu et le fait qu'il avait nommé Aaron, son frère, en tant que Kohen Gadol. Enfin, toute la marloquette là-bas, vous pourrez réécouter le cours, le danger de la querelle, vous allez tout comprendre. Mais pour ce qui nous intéresse, alors on regarde quand c'est écrit au début de la paracha de Chukat, donc la paracha, pas cette semaine, celle d'après, quand c'est marqué Zot Chukat à Torah, voici le dogme de la Torah. Donc c'est parce que vous savez que dans la Torah, il y a des lois qui sont accessibles intellectuellement, comme ne pas tuer, ne pas voler, et d'un autre côté, il y a des lois qui sont incompréhensibles, comme la Souka ou les Tfilin. Ce sont des Chukim, des dogmes, on appelle ça en français. Et le dogme de tous les dogmes, c'est la paradouma, c'est la vache rousse, donc c'est cette loi qui veut que si quelqu'un est impur parce que il a été en contact avec un mort, alors on doit prendre une vache rousse, il y a tout un rite, on doit la battre et ensuite on doit la faire brûler, prendre ses cendres, les mélanger avec de l'eau pure et asperger la personne qui était impure pour la rendre pure. Voilà, ça c'est le principe de la paradouma. Maintenant, sur cette loi-là, donc qui s'appelle la paradouma, quand la parachelle commence là-bas, dans Chukat, elle dit Zot Chukat à Torah. Ouais. Au lieu de dire Zot Chukat à para, voici la loi dogmatique de la para, de la vache rousse, elle dit Zot Chukat à para, à Torah. Voici le dogme de la Torah. Donc pourquoi est-ce qu'on a élargi à toute la Torah, alors qu'en fait il s'agissait que la loi de la loi de para de la vache rousse. Alors Rachid là-bas, il est extraordinaire. Il dit comme ça. Les fiches à Satan, ve'umot haolam, parce que le Satan, très connu pour les clients abonnés, ve'umot haolam et les peuples du monde, monim et Israël. Il se moque d'Israël, l'Omar, en disant, ma mitzvah azot. Qu'est-ce que c'est que cette mitzvah-là? Ou ma ta'am yeshba. Ouais, et quel sens elle a? Parce que vous savez, c'est une loi un peu bizarre, c'est que le Kohen qui va rendre pure la personne qui est impure, donc il va l'asperger, mais lui, en aspergeant le Kohen qui est pur, pour rendre pur celui qui est impur, il va rendre pur celui qui est impur, mais lui devient impur par le fait qu'il a purifié. Ça va, vous suivez ou... D'accord. Donc ça que c'est incompréhensible, parce qu'en général, quand le blanc va vers le blanc, le pur va vers le pur. C'est-à-dire que celui qui purifie, eh ben, il est pur, et celui qui est impur devient impur. Mais là, on a un résultat inverse, c'est-à-dire que celui qui a purifié, lui, eh ben, il devient impur, et celui qui était impur, il devient pur. Alors, donc, cette loi, elle est incompréhensible parce que c'est exactement l'inverse du sens de la vie. Ouais, la vie, c'est Mina Rocher, de l'obscurité vient la lumière. On va toujours vers le positif, on va vers la création. D'accord. On s'éloigne de la mort, on va vers la vie. Vaillere, vailliboker. D'abord, il y a eu un soir, après, il y a eu un matin. Donc, d'abord, il y a l'obscurité, après, il y a la lumière. Donc, on va vers la lumière. Alors que celui qui cherche, normalement, c'est comme si, par exemple, vous lavez un vêtement, et plus vous le lavez, plus vous salissez. Maintenant, le vêtement, il est propre, et vous êtes propre. Vous étiez déjà propre au départ. D'accord. Donc, c'est un peu ce non-sens qu'il y a dans cette mitzvah-là, qui fait dire, encore une fois, au Satan et au peuple du monde, ma mitzvah azot, qu'est-ce que c'est que cette mitzvah, ou ma ta'am yeshba, et quelle logique il y a à l'intérieur. Les fichar katavba, c'est pour ça que, Rachid dit, c'est pour ça qu'Hachem, il a écrit dans la Torah, Zot Chukata Torah. Voici le dogme de la Torah. Pourquoi? Xera imi lefanai. Hachem dit ça, c'est un décret devant moi. C'est comme ça. En lecha reshut le'aracharea. Tu n'as pas la permission
de l'er ça veut dire de murmurer derrière elle, de réfléchir derrière elle, sous-entendu de remettre en cause. D'accord? Maintenant, nous, on sait la Torah, l'ouverture d'esprit, la capacité de poser les questions qu'on veut, d'accord? Toutes les questions que tu veux. Et là, Pitom, la Torah, elle vient et dit non, il n'y a pas de il y a pas de question, il n'y a pas. Ouais. C'est comme ça, tu prends et tu te tais de manière autoritaire. Alors, pourquoi c'est comme ça? Et justement dans cette loi-là. Après, qu'est-ce que ça veut dire que le Satan, maintenant le Satan, il s'intéresse, il y a des lois qui sont logiques, pas logiques, alors il dit, ouais, qu'est-ce que c'est que cette loi qui est pas logique? Maintenant, l'Yetzirah, maintenant, il s'occupe maintenant de la logique de la Torah, c'est bizarre. Umot Haolam, aussi les peuples du monde, d'accord, ils sont occupés à faire le festival de Cannes, à élire la prochaine star, à manger des nouveaux trucs, et d'un seul coup, ils s'intéressent, oui, qu'est-ce que c'est cette mitzvah, elle n'a aucun sens, ils ont que ça à faire, c'est bizarre. Comme si aux infos, maintenant, voilà, je ne sais pas comment il s'appelle, là, Delahousse ou je ne sais pas quoi, il va dire, eh ben quand même, c'est quand même bizarre, cette mitzvah, elle n'a aucun sens. Et nous, on va dire, bah, attends, Delahousse, déjà, dis-nous qui est ton coiffeur. D'accord. Bon, alors, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on se demande pourquoi est-ce qu'ils vont poser cette question, et en quoi est-ce que ça les interpelle, et puis pourquoi juste sur cette mitzvah-là? Pourquoi ils ne vont pas demander sur une autre mitzvah? Et quelle différence avec les autres dogmes? Parce qu'il y a plusieurs dogmes. On a dit les tefilines, la souka, le mikvé qui rend pure la femme impure ou l'homme impur. Donc tout ça, c'est des dogmes aussi. Alors pourquoi juste ils se sont attachés à ce dogme-là de la Torah Adouma? Et enfin, encore une fois, on a dit quel est le lien qu'il y a avec la paracha de Korach, qui est qui est juste avant, donc on va dire ce Shabbat. Alors pour essayer de comprendre, il faut se remettre dans le contexte de la paracha de Korach. Vous savez que Korach, donc, quand il est venu pour contester l'autorité de Moshe Rabbeinu, en fait, il a presque dit que Moshe Rabbeinu avait inventé les enseignements qu'il avait reçus, ouais, et qu'il avait dit de sa propre tête, et que c'était pas logique. Donc, qu'est-ce qu'il a voulu Korach? Il a voulu prouver ça. Alors, par exemple, il a posé une question qui est connue, une question sur les tzitzit et euh, une question sur la mezouza. D'accord? Alors, il a posé une question comme ça. Vous savez qu'il y a une mitzvah de la Torah, que quand quelqu'un a un vêtement à quatre coins, alors il doit mettre des tzitzit, des petits limes. On a fait un cours spécialement sur cette mitzvah-là, il n'y a pas très longtemps. Donc, et parmi les 8 fils qui doivent faire sortir des quatre coins, il y en a un normalement qui doit être bleu azur. D'accord? Bon, c'est un bleu qu'on obtient, une encre qu'on obtient à partir du sang d'un certain poisson, le chilazone. Bon, alors maintenant, pourquoi le bleu azur? Parce que ce bleu, la Gemara dit le bleu du tzitzit, il va rappeler à la personne le bleu de la mer. Le bleu de la mer, il va rappeler le bleu du ciel, qui est le reflet. Et ensuite, le ciel, il va rappeler le Kiseh Kavod, le trône céleste. Et le trône céleste, il va rappeler Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, le bleu du tzitzit, à ce moment-là, il va rappeler Akadosh Baruch Hu à la personne. Ok. Maintenant, il demande Korach, il vient, il dit, mais je comprends pas. Il a été devant tout le monde, il a dit à Moshe Rabbeinu, dis-moi Moshe Rabbeinu, il faut mettre un fil bleu au tzitzit. Oui, il a dit oui, il faut mettre un fil bleu. Il a dit, dis-moi, si j'ai un talit entièrement bleu, d'accord? Moi, mon habit, il est entièrement bleu, bleu azur, d'accord? Donc, et tu dis que le bleu azur, c'est ce qui permet de penser à Kadosh Baruch Hu. Donc, moi, si j'ai un habit entièrement bleu, est-ce que je dois mettre quand même, et si je mets des tzitzit parce que j'ai quatre coins, est-ce que je dois quand même mettre un fil bleu ou non? Moshe Rabbeinu, il n'a pas de différence. Tu as un habit bleu ou tu as un habit rouge ou tu as un habit vert, tu dois mettre le fil bleu. Et là, il dit, ça veut rien dire. Parce que si déjà un fil bleu, ça me fait penser à Kadosh Baruch Hu, alors si mon habit entièrement il est bleu, plus forte raison que je vais penser à Kadosh Baruch Hu. Donc il a dit ça, prouve-toi, Moshe Rabbeinu, que tu as inventé cette halakha. Si tu as inventé cette halakha, alors aussi les autres halakhot, tu les as inventés. Après, il a posé une question sur une mezouza. D'accord? Vous savez que devant chaque porte de la maison, on doit mettre une mezouza. D'accord? Cette mezouza, elle contient des parachiotes, Shema Israël, Ve'ayim Shamoa. Elles sont écrites sur un parchemin, roulées, elles sont mises à la porte de la maison. On doit les embrasser en rentrant. Super. Alors lui, il est venu, il a dit, dis-moi. Il a posé une question comme ça, encore une fois, devant toute l'assemblée. Il a dit, si j'ai une maison qui est remplie de Sifrei Torah, d'accord? J'ai 50 Sefer Torah dans la maison. 50. D'accord? Donc, ce sont des millions de mots de Torah. Ok. Et dans les parachiotes qui sont dans ces Sefer Torah, il y a aussi le texte qu'il y a dans la mezouza. Évidemment, c'est évident. Il a dit alors, si j'ai une maison qui est remplie de Sefer Torah,
est-ce que j'ai besoin d'avoir une mezouza à la porte de la maison? Alors il a dit, oui, ben, ça n'a rien à voir. Oui. Alors, il dit, ah, tu vois, ça prouve que c'est toi qui as inventé cette loi. Parce que si la mezouza, elle me permet de penser à Dieu quand je rentre dans la maison, elle me permet de penser à Dieu quand je sors de la maison. Ouais. Alors, si j'ai 50 Sefer Torah à l'intérieur de la maison, c'est évident que je vais penser à Dieu. Donc, est-ce que j'ai besoin de faire, de mettre une mezouza? Donc, il a prouvé que c'était faux. Il a dit, donc tu vois que cette halakha, elle n'est pas logique. Donc, ça prouve que c'est toi, Moshe, qui l'a inventé. Bon, c'est vrai. D'un côté, on peut entendre. Ouais, c'est une contestation, c'est une discussion. Oui, non, d'accord. Mais d'un autre côté, ça veut rien dire. Pourquoi? Parce qu'on peut dire exactement l'inverse. Ouais. Parce que quand je dis, par exemple, que le Techelet, d'accord, on dit quoi? On dit si, il a dit si j'ai un habit entièrement bleu, pourquoi est-ce que je serais obligé de mettre un fil bleu? D'accord? Parce que j'ai un habit entièrement bleu. Mais en vérité, on peut dire l'inverse si tu vas d'après la logique. Pourquoi? Parce que le fil bleu sur les fils blancs, il y a la logique du contraste. Et le contraste, justement, ça fait ressortir le bleu. D'accord? Maintenant, si mon habit il est entièrement bleu, il n'est pas en contraste par rapport à autre chose. Donc, pourquoi je vais penser à Kadosh Baruch Hu à ce moment-là? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le choc, en vérité, de la différence du bleu sur le blanc qui fait ressortir, d'accord? Qui fait comprendre. De la même manière, je sais pas moi, quand on fait une affiche, d'accord, on va écrire noir sur blanc. C'est une expression connue, d'accord? Donc on va prendre une affiche blanche et on va écrire un texte en noir. Maintenant, le noir, eh ben, il va ressortir dans le contexte blanc. Oui. Maintenant, si j'écris des lettres immenses en noir qui remplissent tout l'espace de l'affiche, ben, en vérité, j'arrive même pas à lire. Je lis même pas. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, le blanc, il permet de faire ressortir le noir. Vous me suivez ou non? Ben, c'est de la même manière euh, dans un enseignement. D'accord? Est-ce qu'il faut répéter, 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 répéter pour qu'à la fin ils comprennent? Un petit peu ce que je fais, ouais. Ou alors non, c'est de saisir le moment de sensibilité où la personne elle va capter et paf, elle comprend tout de suite. Ouais. Quand on parle à quelqu'un, on voit les yeux de la personne, on voit quand elle est concentrée, on voit quand elle est avec nous, on voit quand on est sur la même longueur d'onde, ou alors on voit qu'elle regarde sa montre, qu'elle a la tête ailleurs, qu'elle est en train de manger. Alors tu dis celle-là, elle ne m'entend pas, ça ne sert à rien de parler. Par contre, je vais parler exactement au bon moment. Et ça s'appelle saisir la sensibilité, saisir l'écoute. D'accord? Et c'est ça qui va faire passer le message. Ouais, où je dis non, non, je vais répéter, répéter, répéter. Il y en a bien une fois qui va passer. C'est un peu comme tirer à la chevrotine, d'accord? Vous voulez viser une cible. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous dites, tiens, je vais tirer à la chevrotine. La chevrotine, c'est une cartouche avec plein de plomb à l'intérieur, d'accord? Donc vous dites, quand je tire, s'il y a 1000 projectiles qui partent, j'ai plus de chances de toucher la cible que si j'ai un seul projectile. C'est vrai. Sauf si tu tires de ce côté et que la cible, elle est dans ton dos. Là, tu t'es planté complètement. C'est que le tireur d'élite, il va tirer une balle, d'accord? Donc c'est un projectile, c'est un mot, c'est précis, c'est dense, c'est concis, c'est clair, et ça fait un impact. Ouais. Où je dis non, non, à force de répéter des bêtises, à force de répéter des bêtises, les gens ils vont finir par les croire. Donc ça veut dire quoi? Le gros, d'accord, ça passe mieux que le fin, c'est ça que tu es en train de me dire? Eh ben, dans la même logique, vous savez ce qu'il a dit Adolphe, c'est un gars qui a fait fureur à une certaine époque. Ouais. Il a dit un mensonge avec un peuple, plus le mensonge est gros, mieux il passe. D'accord? C'est-à-dire que tu vas faire croire à un peuple que tous les problèmes du monde, ils viennent des juifs. D'accord? Le mec, il réfléchit, il dit, attends, ils sont 0,02% de la population mondiale, mais c'est quand même à cause d'eux, c'est à cause d'eux, si le dollar il est là, si les maisons elles sont chères, c'est à cause d'eux qu'il y a la crise, c'est à cause d'eux qu'il pleut, c'est à cause d'eux que le soleil il fait chaud, c'est à cause d'eux que les bananes elles sont jaunes, tout est à cause de nous, on le sait très bien. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? C'est complètement débile. Comment tu peux croire qu'un si petit nombre, il peut avoir une tellement grande influence? Eh bien, puisque c'est débile et puisque c'est gros, eh ben, ça passe mieux. Ça passe mieux. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ce qui compte, c'est pas la véracité du sujet, c'est le contexte qui accueille ce sujet. Alors, à l'époque, ils étaient dans une période de crise et tout ça, et puis, et comme tout le monde sait, dans les périodes de crise, ouais, ben, on cherche un bouc émissaire, donc ils étaient bien contents d'avoir le juif en tant que bouc émissaire. D'accord? C'est toujours pareil. C'est comme le papa, quand il a perdu ses clés, ben, il accuse toute la famille, sa femme, ses enfants, ses cousins, sa belle-mère, jusqu'à ce qu'il se rend compte qu'il a oublié qu'il les a laissés dans son manteau. D'accord? Donc, c'est la logique du bouc émissaire. Il dit maintenant, cette logique-là, donc c'est exactement pareil. Quand on vient, on dit, eh ben, si j'ai un habit entièrement bleu, alors je n'ai pas besoin de mettre un fil bleu. D'accord? Moi, j'ai dit non, peut-être c'est exactement l'inverse.
Peut-être qu'en vérité, c'est pas le volume du bleu qui fait qu'on perçoit Hachem, c'est le fait que le bleu, il soit en contraste sur le blanc. C'est-à-dire que le blanc, les autres fils sont blancs, et ce fil-là qui est bleu, hop, il me fait une accroche mentale, d'accord? Il me fait bouger dans ma tête. J'ai dit, tiens, c'est quoi ce fil bleu? Ah, le fil bleu, oh, ok, il est bleu, c'est le bleu de la mer, c'est le bleu du ciel, c'est la trône céleste, c'est Hachem. Donc, qu'est-ce qui me crée la sensibilité? C'est justement la différence, c'est justement le contraste. Alors que si je l'ai noyé dans la masse, il n'y a plus. Alors, qu'est-ce que c'est cette logique entre la lettre et son entourage? Alors, il y a une loi dans le Sefer Torah, dans l'écriture du Sefer Torah et de la Mezouza, c'est que c'est marqué dans la Torah Urtaftam, d'accord? Urtaftam. Donc, de là, on apprend la mitzvah d'écrire. Le Sefer Torah d'écrire la Mezouza, Urtaftam. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas parce que il dit la Gemara, Urtaftam, il faut décomposer le mot. Parce que ça s'écrit Ktav, Tam. Ktav, c'est une écriture. Et Tam, ça veut dire complète. Ça veut dire intègre pour une personne. Mais là, dans le cas de la lettre, ça veut dire complète. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Ktav, Tam? Ktiva, Tama, une écriture complète. Alors, ils expliquent en vérité qu'il faut faire attention que dans le Sefer Torah, et c'est pas évident parce qu'il y a 312 000 lettres, les lettres ne se touchent pas. Il y a toujours un espace de blanc autour de la lettre, d'accord? Ça veut dire que quand il va écrire un mot, il va écrire une lettre, une deuxième lettre, une troisième, une quatrième lettre, les lettres ne se touchent pas. Nous, quand on écrit en français, les lettres, elles se touchent. Au contraire, elles sont collées les unes aux autres, d'accord? Pourquoi? Parce qu'en vérité, chaque lettre, elle a son entité. Chaque lettre, elle a sa différence. Vous savez qu'il y a plus de 500 lois par lettre. D'accord? C'est-à-dire que quand on écrit un bête, d'accord, la barre, comment est-ce qu'elle doit être, quelle longueur elle va avoir. Après, la barre horizontale qui va la relier, c'est la barre en bas, comment elle se termine, en pointe, en truc, au-dessus. Tout ça, c'est des lois pour chaque lettre. D'accord? Maintenant, vous avez bien compris que quand j'écris une lettre, d'accord, c'est une lettre. Mais quand j'écris deux lettres et que je colle ces deux lettres, le fait d'être collé, ça forme une seule lettre. D'accord? Maintenant, ces deux lettres collées, eh ben, c'est pas la lettre initiale, c'est une autre lettre. D'accord? Surtout qu'il y a des lettres, initialement, qui sont composées de deux lettres. Vous me suivez ou non? Par exemple, le même, quand on écrit un même dans le Sefer Torah, ouais, en fait, c'est un chaf avec un vav. D'accord? Mais ils sont collés. Donc le chaf et le vav, ça fait un même. D'accord? Par exemple, le chet, c'est quoi? C'est un zaïn et un autre zaïn. C'est deux zaïn avec un petit chapeau qui les relie, comme un accent circonflexe qui les relie. Donc ça fait un chet. D'accord? Donc en fait, un chet, c'est deux zaïn qui sont reliés. Donc tu vois bien que deux lettres, quand tu les colles, d'accord, elles font une autre lettre. Puisqu'il y a même des lettres composées. Maintenant, pour que le Sefer Torah soit cachère, il faut qu'aucune des lettres ne soit collée. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a besoin que les lettres ne soient pas collées? On a dit, numéro 1, c'est parce que ça formerait une seule lettre. Mais une autre réponse, c'est quoi? C'est qu'en fait, le blanc qui est autour de la lettre fait partie de la lettre. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire que quand on regarde une lettre, ouais, c'est un peu technique, mais après, vous allez voir la finale, vous allez être content. Donc, la lettre, d'accord, elle est écrite. Autour de la lettre, il y a du blanc. Maintenant, si je dis que le blanc fait partie de la lettre, ça veut dire que quand je vais coller deux lettres, eh ben, je vais entamer le blanc entre les lettres. Vous me suivez ou non? C'est comme si je découpais chaque lettre séparément sur un texte. Je prends le texte et je découpe les lettres. D'accord? Donc, j'aurai la lettre plus le blanc autour. Ça va? Maintenant, si je dis que le blanc fait partie de la lettre, donc en déformant le blanc en collant deux lettres, donc j'abîmerai la lettre, donc la lettre ne serait plus cachère. Ça va? Super. Bon, ça, c'était pour la partie technique, un peu rébarbative pour les gens qui se rasent de près, mais je vous donne la logique de ça. Vous savez, on dit qu'au Matan Torah, il y avait 600 000 béné Israël, d'accord? Et qu'en vérité, le Sefer Torah, il contient 600 000 lettres, c'est-à-dire qu'il contient 312 000 lettres, mais quand on prend les lettres qui sont composées, en tout, ça fait 600 000. Et qu'il y avait une lettre qui correspondait à chaque personne. Vous me suivez ou non? Et qu'il y avait un ange pour chaque personne. Ça veut dire qu'il y avait 600 000 anges, 600 000 lettres et 600 000 personnes. Ok. Maintenant, si je dis que chaque lettre correspond à une personne et que je dis que le blanc de la lettre fait partie de la lettre,
Vous me suivez toujours? Ouais. Donc, si la lettre, elle correspond à la personne, alors le blanc de la lettre, il correspond à quoi? Eh bien, au contexte de la personne. Maintenant, chacun d'entre nous, il a un contexte différent. C'est pour ça, quand les gens ils te disent, oui, vous vous rendez compte, le mec, il a volé. Ok, il a volé. Ok, d'accord. Mais on t'a dit que ce mec-là, ça fait un mois et demi qu'il n'a pas mangé. Excusez-moi. Celui-là, tu dis, ah, te rends compte, il a trompé sa femme avec sa secrétaire. Ok, mais tu savais que sa femme, elle lui refusait les relations sexuelles depuis 3 ans et demi. Tu le savais, ça? Ah, je ne le savais pas. Eh ben, c'est ça. Ça veut dire qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. De la manière, tu ne peux pas juger une autre personne parce que tu n'es pas dans son contexte. Elle est dans un contexte, toi, tu es dans un contexte. Le contexte, c'est très important. La preuve, c'est que quand tu enlèves le texte, il reste le... D'accord. Donc, ça veut dire quoi? Donc, vous l'avez compris, celle-là, ou... Je sais pas, vous réagissez pas du tout. Bon, c'est pas grave. Alors, donc maintenant, donc c'est quoi l'idée? C'est que, donc le blanc qui est autour de la lettre, il fait partie de la lettre. Donc le contexte, il fait partie de la personne. C'est-à-dire que si tu veux comprendre quelqu'un, il faut que tu connaisses la personne et son contexte. Vous me suivez toujours? Ok. Maintenant, la forme du contexte, c'est la forme du blanc. Donc quand vous écrivez une lettre, en même temps que vous dessinez le noir de la lettre, vous dessinez le blanc de la lettre. Alors, pour vous donner une anecdote, pour essayer de comprendre un petit peu au niveau philosophique, qu'est-ce que ça sous-entend, quand j'étais jeune, en classe de première, j'avais des cours de dessin. En plus, j'adorais le dessin, je dessinais beaucoup. Et donc, on avait en cours plus supplémentaire, il y avait un prof de dessin qui avait fait 12 ans de beaux-arts, donc c'était quand même un gars qui savait dessiner, et qui nous donnait des cours de dessin. Ok, ok. Maintenant, lui, il avait donné un truc. Il avait dit, il y a une école de pensée dans le dessin. C'est que, qu'est-ce qui est plus objectif? C'est de dessiner l'objet qui est devant moi ou de dessiner l'entourage de l'objet. Alors, je vous donne un peu l'explication. Maintenant, vous essayez de visualiser, d'accord? Vous essayez, par exemple, de faire une nature morte. Et vous avez une pomme devant vous, d'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez la pomme. Alors, au début, vous dessinez un rond. Ouais, après, vous faites un petit peu une forme de cœur sur le dessus de la pomme. Après, vous mettez le petit bâton, là. Ouais, après, vous essayez de donner du volume et tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Au début, vous dessinez ce qui est devant vous, l'objet. Parce que c'est ça le dessin. Le dessin, c'est de capter un angle, capter une couleur, capter un volume et le reporter sur le papier. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Votre œil y voit, votre cerveau il analyse, et votre main, elle dessine. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au bout d'un moment, et ça c'est les 3 quarts des gens, ouais, au lieu de dessiner ce qu'il y a devant eux, ouais, au début ils dessinent un peu la forme de la pomme, au bout d'un moment, ils arrêtent de dessiner ce qu'il y a devant eux, c'est-à-dire de reporter ce qu'il y a devant eux sur le papier, mais ils commencent à dessiner le dessin. Est-ce que vous me suivez? D'accord? Donc, ils ne dessinent plus la pomme, ils dessinent la pomme qui est sur la feuille. Donc, en fin de compte, ils ne font pas la reproduction de la pomme sur la feuille. Ils dessinent le dessin. Maintenant, pourquoi c'est comme ça? Parce que au fur et à mesure qu'on dessine, eh ben, il y a des mécanismes qui viennent dans la main. Puis la main, presque, elle dessine toute seule. Et puis, au bout d'un moment, je complète le dessin qui est sur la feuille. Donc, j'arrête de regarder ce qui se passe dans la réalité. Je ne regarde plus la pomme, je regarde la pomme qui est dessinée. Et je l'améliore, je l'améliore, je l'améliore. Maintenant, à quoi ça correspond au niveau de la philosophie juive? C'est que les gens, ils prennent 3 ou 4 éléments sur une personne, et après, au lieu de dessiner, de continuer à réfléchir sur la personne elle-même, ils réfléchissent sur l'opinion déjà qu'ils se sont fait sur la personne. Vous me suivez ou non? Parce qu'il dit, bon, le mec, je sais pas moi, il est gros, il est complexé, il est chauve, il est mal dans sa peau. Hop, c'est parti, le mec, il t'explique, c'est pour ça que dans son mariage, c'est pour ça que ses enfants, c'est pour ça qu'il sue sous les bras, c'est pour ça qu'il a les mains moites. Waouh, 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 c'est parti. C'est-à-dire que toi, que tu développes, en fin de compte, une analyse qui est fondée sur les éléments que tu as eu au début, mais après, tu as brodé, et en fin de compte, tu te retrouves dans une autre réalité qui n'a plus rien à voir avec celle qui est avec toi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de différence entre le dessin, finalement, et la réflexion. Parce que c'est quoi la réflexion? J'avais dit déjà cette idée-là, mais je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que vous vous rappelez de tous mes cours, parce que moi, personnellement, j'y assiste, mais les autres, je ne sais pas dans quelle mesure est-ce qu'ils retiennent. C'est que, pourquoi le mot en français réflexion, il a 2 sens? Ouais. Réfléchir, la réflexion, il y a 2 sens. Il y a la réflexion intellectuelle, d'accord? Là, c'est ce que vous êtes en train de faire, ce qu'on est en train de faire ensemble. Et il y a aussi la réflexion, c'est-à-dire le fait que le miroir reflète la réalité.
d'accord, quand vous mettez un objet devant un miroir, eh ben, le miroir reflète. Ça s'appelle la réflexion du miroir. Donc il faut quand même s'imaginer, au niveau effort intellectuel, que le miroir réfléchit toute la journée. Donc il doit avoir un mal de tête en fin de journée incroyable, puisqu'il n'arrête pas de réfléchir. D'accord. Maintenant, quel rapport entre la réflexion du miroir et la réflexion intellectuelle? En vérité, c'est quoi la réflexion du miroir? C'est que les photons, la lumière, d'accord, qui se reflète sur l'objet, d'accord, elle va se refléter et elle va être captée par la feuille de métal qui est collée derrière la vitre. C'est ça un miroir, d'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est une reproduction de la lumière formée par l'objet sur la vitre, sur le miroir. Ok. Maintenant, pourquoi la réflexion intellectuelle aussi, ça s'appelle réflexion, une réfléchir? Parce qu'en fait, la réflexion, c'est que j'ai une réalité devant moi. Et moi, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais réfléchir à cette réalité. Donc, je vais d'abord réfléchir cette réalité. Traduction. Moi, je regarde la réalité. La réalité, elle est captée par mon œil, d'accord, à l'envers. Le cerveau, il la remet à l'endroit. Et moi, maintenant, sur la base de ce que j'ai réfléchi, c'est-à-dire absorbé comme image, je vais commencer à réfléchir. Vous me suivez toujours? D'accord? Donc, ça veut dire que par exemple, quand les gens... ça veut dire que, par exemple, là, vous me voyez, là. Vous me voyez. D'accord? Maintenant, quand vous me voyez, vous ne me réfléchissez pas. Mais si vous fermez les yeux, mon image, elle est encore dans votre fond de l'œil, elle est encore dans votre mémoire visuelle. Donc, en fermant les yeux, vous pouvez encore voir mon visage. Vous voyez encore la photo d'Yerushalayim derrière. D'accord? Pourtant, vous avez les yeux fermés. La seule différence, c'est que là, vous ne voyez pas mon image. Vous réfléchissez mon image. Ça va? Super. Si vous allez dire, bon, écoutez, tout ça pour dire un truc pareil, c'est pas tellement intéressant. Mais voyez, par exemple, il y a des gens qui ne voient pas leurs enfants grandir. Pourquoi? Parce que tu réfléchis sur l'image que tu absorbes. Donc le mec, il a regardé sa fille quand elle avait 8 ans, et puis après, il était occupé, le travail, les nerfs, les stress, le paiement du pavillon, la bar mitzvah du petit, la secrétaire, les avances de la voisine, tout ça, il était bien occupé, le gars. Et puis un jour, sa fille, elle vient, elle lui dit, papa, je sors ce soir. Elle dit, mais ma fille, mais t'es folle, mais pour qui tu te prends? Baisse les yeux, ça veut dire quoi sortir le soir? Alors la fille, elle dit, papa, j'ai 24 ans. Pourquoi il est choqué, le mec? Tu sais pourquoi? Parce qu'il l'a pas vu grandir. Maintenant, elle était là devant lui. Oui, mais il n'a pas réfléchi, sa fille. Il a vu sa fille. Il n'a pas réfléchi. Vous me suivez ou non? Maintenant, si moi, je regarde ma fille, je réfléchis ma fille. Je regarde ma fille, je réfléchis ma fille. C'est que la réalité, elle existe en même temps dans ma tête et en même temps dans mon réel. D'accord? Maintenant, si dans mon réel, je la vois tous les jours, mais au fond, je ne la vois pas parce que je la vois sans la regarder, mais que dans ma tête, je l'ai absorbée quand elle avait 8 ans et je la réabsorbe quand elle en a 22, c'est exagéré, mais c'est une façon de voir, et ben je dis, tu sais, je ne l'ai pas vu grandir. Je ne l'ai pas vu évoluer, pourtant elle était devant toi, pourtant tu la voyais tous les jours. Oui, mais je ne l'ai pas réfléchi. Vous me suivez ou non? Je l'ai vu, mais je ne l'ai pas réfléchi. Ça veut dire réfléchir, c'est prendre l'image et la mettre dans sa tête et l'analyser à partir de ce que j'ai dans la tête. Maintenant, le plus souvent possible que je fais des mises à jour de ce que je vois, je réfléchis, je vois, je réfléchis, je vois, je réfléchis. Donc, ce que j'ai dans la tête, c'est quelque chose qui est présent. Mais si je réfléchis sur la base de ce que j'ai absorbé il y a 10 ans, eh ben, j'ai 10 ans d'évolution de réflexion. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ou ça va ou non? Donc, les gens qui sont décalés, les gens qui sont perchés, ce qu'on appelle aujourd'hui, ouais, les gens perchés, mais pire que les corbeaux, ça veut dire même le corbeau qui était perché sur son arbre, il n'est pas perché comme certaines personnes. Tu dis, mais tu comprends rien à tes enfants, l'autre il comprend rien à sa femme, l'autre il comprend rien, elle comprend rien à son mari, l'autre il comprend rien à sa parnassa, l'autre il comprend rien au fait qu'il soit attaqué en justice ou harcelé par... Mais maman, alors on dit en français, mais tu ne réfléchis pas. Traduction, ça veut dire que tu ne fabriques pas une image personnelle de la réalité perçue par tes yeux. Donc elle n'est pas dans ton cœur, la réalité elle est à l'extérieur. Mais à l'extérieur elle défile. Ouais, c'est comme si tu es dans le train, il y a le paysage qui défile. Maintenant tu as le temps de regarder, toi de t'arrêter, de dire, ah tiens, il est joli ce paysage, oh quel arbre, oh, tu peux pas, ça défile. Donc les gens que leur vie elle défile parce qu'ils ont la tête ailleurs, automatiquement ils réfléchissent pas.
Mais comme ils réfléchissent pas, ils voient pas la profondeur, ils n'ont pas la sensibilité, ils voient pas les transitions, ils perçoivent pas les changements. C'est pour ça qu'on dit, mais tu ne réfléchis pas à ta vie, mais tu ne réfléchis pas à ce qui t'arrive, tu ne réfléchis pas à ce que tu fais, tu ne réfléchis pas à ce que tu dis, c'est-à-dire que tu ne fabriques pas une image personnelle d'une réalité que tu as perçue. Je sais que je suis très très redondant, mais comme c'est un concept qui est difficile à comprendre et que quand on enlève le sept, il reste le... Donc c'est pour ça que j'ai besoin que vous soyez bien bien concentrés en un seul mot. Donc si c'est ça, maintenant vous comprenez que en fin de compte, le contexte, il fait partie, l'entourage de la lettre, il fait partie de la lettre, le contexte familial, il fait partie de la personne, le contexte psychologique, il fait partie de la personne, parce que vous avez bien compris que dans la lettre, il y a le blanc avant et il y a le blanc après. Donc le noir, c'est le présent, le blanc avant, c'est le passé, le blanc après, c'est le futur. Maintenant, toi, tu es inclus dans ton passé, dans ton futur. Pourquoi? Parce que tu viens de quelque part et tu vas quelque part. D'accord? Il faut arrêter de regarder les gens en les pointant. Quand tu les pointes, mais ça ne veut rien dire, puisqu'ils sont toujours sur trois axes. Ils sont sur un axe d'où ils viennent, un axe où ils vont, un axe où ils sont. Donc tu es obligé de prendre les trois en même temps. Donc quand il est venu Korach, il est venu, il a dit oui, mais quand le talit est entièrement bleu, on n'a pas besoin, en vérité, ouais, en vérité, il faut approfondir, ils ne sont pas en train de se bagarrer sur la couleur de talit, d'accord? Il est en train de réfléchir, est-ce que je perçois les choses dans leur globalité ou est-ce que je perçois les choses dans le contraste? Qu'est-ce qui fait que je comprends quelque chose parce que j'ai été accroché intellectuellement ou alors non parce qu'on me l'a étalé? C'est pour ça qu'à l'époque, je vous avais donné ce raisonnement. Est-ce que comprendre, c'est le fruit d'une démonstration ou c'est le fruit d'une concentration? Vous vous rappelez de ça ou non? Non? Faites-moi un signe avec la tête. Vous vous rappelez pas? Bon, je l'ai dit plusieurs fois dans les cours, mais je tiens pas la liste des redoublants. Bon, c'est une réflexion que j'ai eue quand j'avais 14-15 ans. Vous voyez à quoi je pensais quand j'avais 15 ans, quand les gens ils écoutaient Feeling et les Beatles, et moi je réfléchissais à ça. Écoutez bien, quand tu as compris quelque chose, voilà, c'est quoi comprendre? Comprendre, ouais, saisir. C'est est-ce que parce qu'en fin de compte, tu as suivi une démonstration. Alors je vous donne, par exemple, tu dis A implique B, ok. B implique C, ok. C implique D, ok. Et D implique E. Ça va? Ouais. Tu dis, ouais, ouais, c'est bon. Tu es d'accord avec toutes les transitions? Ouais, ouais. Donc maintenant, tu as compris que A implique E. Ça va? Alors, le fait que tu as compris que A implique E, c'est parce que tu as suivi une démonstration que tu as pu remettre en cause à chaque étape, que A implique B, B implique C, C implique D, D implique E. Ouais, c'est pour ça que tu as compris que A implique E. Ou non. Ou non. Ouais. C'est qu'en vérité, si je t'avais bien expliqué A, tu as bien compris A. Après, je viens, je t'explique bien E. D'accord? Et je te demande, dis-moi qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, bon, au bout d'un moment, si tu es intelligent, tu vas me dire, bah, A implique E. Ouais? Vous suivez ou non? Donc, qu'est-ce qui fait que j'ai compris que A implique E? Ouais. C'est parce que j'ai suivi une démonstration qui m'a prouvé que A implique E, ou non? C'est parce que je me suis servi de la démonstration pour avoir une trame qui m'a obligé à rester concentré. Et c'est le temps de concentration de A à E qui a fait que j'ai compris que A implique E. Ça va? C'est-à-dire que, qu'est-ce qui fait qu'on comprend quelque chose? Maintenant, tu as compris ton père. Ouais. C'est parce que tu as vécu avec lui pendant 20 ans ou c'est parce que tu as pris un quart d'heure pour essayer de le comprendre? Donc, est-ce que c'est la compréhension qui fait comprendre ou est-ce que c'est la démonstration qu'il faut comprendre? C'est intelligent, non? Vous avez vu à quoi je pensais quand j'avais 14 ans? J'ai gaspillé ma jeunesse. J'aurais pu être tranquille comme tous ces débiles et il a fallu que je me prenne la tête avec des questions philosophiques. Bon, c'est pas grave. Bon, comme ça vous donne à réfléchir. D'accord? Donc maintenant, exactement pareil dans la vie. Ouais. Les gens, ils veulent comprendre la Torah. Ok. L'autre, il veut comprendre le pourquoi des choses. L'autre, il veut comprendre pourquoi son père, il est mort. L'autre, il veut comprendre pourquoi lui, il souffre et l'autre, non. L'autre, il veut comprendre pourquoi lui, il est pauvre et l'autre, il est riche. Ouais. Mais
tu veux comprendre. Mais ça veut dire quoi comprendre? Ouais. Je vous rappelle que comprendre, ça s'écrit avec un M. C'est comme prendre. D'accord? Et prendre, c'est quoi? C'est saisir. Donc là, par exemple, est-ce que vous saisissez ce que je dis? Vous allez dire, oui, on saisit. Mais comment tu peux attraper le fil de ma pensée? Genre, je saisis ton idée. D'accord? Pourquoi le mot saisir et le mot comprendre, ils contiennent cette notion de lien, cette notion de prendre. Alors, le Maharal de Prague, il explique ça. Il dit qu'en vérité, quand Adam a été avec sa femme, pas pour jouer au Monopoly. Donc c'est marqué là-bas, Adam yada et Rava. Adam a connu sa femme. Il demande le Maharal, pourquoi est-ce qu'on a utilisé le langage de la connaissance pour exprimer en fin de compte la relation intime? Alors évidemment, vous allez dire, parce que la Torah, elle ne parle pas dans des langages crus, donc c'est normal que la Torah, elle emploie ce qu'on appelle la shon nekiya, un langage de propreté. D'accord? Mais il y a aussi une autre raison. Ouais. Même en français, quand on dit oh, il a connu sa femme, ça veut dire il a été avec elle. En vérité, ça vient de la Bible. Alors, mais qu'est-ce que ça veut dire dans la Bible que Adam a connu sa femme? Et quel rapport donc entre la relation sexuelle et la connaissance? Il dit en vérité, c'est quoi la connaissance? C'est quand l'homme il fait corps avec la notion. Traduction, c'est que tant que tu ne vis pas ce que tu penses, ça s'appelle pas que tu penses ce que tu penses. Vous suivez ou non? C'est comme si j'ai écrit, par exemple, un texte très intelligent sur une feuille. Ok. Est-ce que la feuille, elle devient intelligente? Est-ce que je dois faire du kavod à la feuille? Est-ce que je dois me lever devant la feuille? Mais non, c'est du papier. Maintenant, si toi, ton mode de réflexion, c'est de faire du copier-coller entre ce que tu entends et ce que tu reçois, ça s'appelle pas de la compréhension. Ça s'appelle la connaissance. Vous suivez ou non? Maintenant, nous, on est très très fort dans le prêt-à-porter, mais il y a des gens qui sont très très forts dans le prêt-à-penser. C'est du prêt à penser, d'accord? Tu n'as pas besoin de réfléchir. Je te donne une phrase toute faite, tu dis oh ben c'est super, oh ben c'est super. Alors il y a des trucs, avant il y avait des petites phrases au dos des emballages de carambars, d'accord? Chez les restaurants chinois, ils te mettent un petit proverbe dans un bout de papier, d'accord? Et puis il y a des phrases comme ça. Alors tu dois réfléchir maintenant. Est-ce que toi, c'est bien que tu connaisses plein de phrases et c'est comme ça que tu es devenu intelligent? Ou non, c'est parce que tu as formé un outil de réflexion qui va s'adapter à tous les types de situations. Ça aussi, c'était une réflexion que j'avais à l'école. Ouais. Comment un mec qui va réussir son examen? Est-ce qu'il va prendre tous les annales du bac depuis 1832 jusqu'à 1900, jusqu'à 2023? Il va tout apprendre par cœur les résultats? Ou non? Il va apprendre la méthode, il va apprendre la logique des mathématiques et il va résoudre le problème. Eh ben, c'est pareil dans la vie. Il y a des gens qui vont se casser la tête pour créer le concept qui leur permet de comprendre. Et il y a des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre une phrase toute faite, ils vont la répéter à l'infini jusqu'à ce qu'elle devienne pour eux compréhensible. Ou alors qu'ils ont l'impression qu'elle fait partie d'eux-mêmes ou qu'elle vient de leur cerveau, à force de le répéter. D'accord? C'est comme moi, par exemple, je dis des cours. Je fais des cours qui sont extraordinaires. Extraordinaires. Mais ces cours-là, vous avez des solutions. Soit vous réfléchissez en même temps que moi et vous devenez intelligent, soit vous les apprenez par cœur, et quand vous parlez, vous avez l'air intelligent. Mais le but du cours, c'est de devenir intelligent. C'est pas d'avoir l'air intelligent. Pourquoi? Parce qu'intelligent en français, en philosophie, c'est la capacité d'adaptation. Maintenant, un Brel, il peut apprendre par cœur l'annuaire de Jérusalem. Il peut apprendre les œuvres de Molière. Donc, il peut apprendre la pensée benchétritale. Ça ne veut pas dire ça veut pas dire qu'il est adapté à la situation. Le but du cours, c'est que tu deviens intelligent. Ça veut dire que tu as une capacité de t'adapter. Donc, il faut que tu prennes l'enseignement, il faut que tu le comprennes, il faut que tu l'intègres, il faut que tu le traduis dans tes mots, et ensuite tu le mets en application, et à ce moment-là, il devient tien. Mais sinon, c'est du copier-coller. Et je vous dis, vous n'allez pas vous lever devant une feuille où il y a marqué un texte intelligent, parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire devant une clé USB qui contient 3000 livres? Là, vous allez l'embrasser, vous allez faire Vezot à Torah avec la clé USB. Alors, si on devient une clé USB, c'est pas le but de la vie de devenir une clé USB. Le but de la vie, c'est de devenir une personne autonome au niveau de son intelligence, ouais, autonome au niveau de ses qualités morales, autonome au niveau de
sa maîtrise de ses pulsions animales. Mais si on est juste un robot, alors ça marche pas. Alors peut-être c'était ça la question. Ouais. Pourquoi? Parce que Korach, il est venu, il a dit, mais toi, Moshe, tu nous donnes des règles. Tu nous donnes des règles et des règles et des règles. Et nous, on est là pour les appliquer. D'accord? Et c'est ça ce qu'on nous demande. Kacher Tziva Hashem. Alors quoi? Il dit, alors on n'a pas le droit de réfléchir, on n'a pas de cerveau. Ouais. En vérité, c'est ça un peu le grand conflit qui existe depuis des milliers d'années, un peu entre les religieux et les non-religieux. Je parle des non-religieux qui réfléchissent, hein, les autres, c'est des consommateurs. Mais celui qui réfléchit, il va dire, mais pourquoi j'ai besoin de la Torah? J'ai la philosophie, j'ai les mathématiques, j'ai la physique. Ouais, qu'est-ce que j'ai besoin de la métaphysique? C'est ça le problème. Ouais, j'ai un cerveau, j'ai une conscience, j'ai une capacité d'analyse. Qu'est-ce que j'ai besoin, moi? Et qu'est-ce que j'ai besoin du Chumash, et de la Mishnah, et de la Gemara, et qu'est-ce que j'ai besoin du Rajba, et du Tosfot, et du Ran? J'ai ma tête, j'ai un cerveau, Bleilara, waouh, waouh, waouh. Je suis pas n'importe qui. Alors, c'est ça le conflit. Ouais. Est-ce que moi, je dois accepter des idées? Ouais. Ou moi, je dois concevoir des idées? Est-ce que moi, je dois me fabriquer ma propre philosophie? Ou alors je peux utiliser celle qui a été émise par un autre cerveau? Mais ce cerveau, lui, parce que c'est quoi la philosophie? C'est la loi de la vie. C'est comment est-ce qu'on s'adapte à la vie. Ouais. Donc maintenant, moi, peut-être que je vais dire, eh ben, je veux pas de la logique de la vie d'un autre, parce que moi, je suis une autre personne. Donc j'ai un autre cerveau. Donc j'ai une autre sensibilité. Donc j'ai une autre approche. Qu'est-ce que je vais faire avec la pensée de l'autre? Qu'est-ce que je vais faire avec la pensée même d'Aristote, ou la pensée du Rambam, ou la pensée de Rashi? J'ai pas besoin, j'ai la mienne. J'ai un cerveau quand même, non, je suis pas idiot. Et puis j'ai un DUT d'éducation spécialisée, ou j'ai un BEP de coiffure, d'accord? Je suis agrégé de philosophie, ou je suis professeur d'enseignement à la faculté de psychologie. J'ai un prix Nobel de mathématiques. Je suis pas un débile, d'accord? Alors puisque je suis pas un débile, pourquoi j'ai besoin de la Torah? Donc c'était peut-être ça, la marloquette qu'il y avait entre Moshe, ouais, et Korach. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit Korach? Qu'est-ce qu'il a dit Moshe? Moshe, il a dit, écoute, Hachem, il a parlé. J'ai reçu la Torah. Je l'ai reçue. C'est pas que je ne l'ai pas reçue. Ouais. D'accord? Et toi, Korach, tu dis, non, moi j'ai un cerveau. Je me casse la tête, je réfléchis tout seul. Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'on m'impose une logique, qu'on m'impose des mitzvot, qu'on m'impose des lois. Parce que je vous rappelle que mitzvah, c'est pas une bonne action, comme ça a été beaucoup développé chez les scouts. Non, une mitzvah, c'est un commandement. Un commandement qui sous-entend une obéissance absolue, entière. Donc le serviteur de Dieu, il obéit à Dieu. D'accord? Alors que l'autre, il va dire, écoute, moi la vérité, j'ai pas besoin d'avoir un Dieu au-dessus de ma tête. J'ai un cerveau, je me débrouille tout seul. Eh ben c'est ça l'idée. Ouais. Que quoi? Que Et d'ailleurs, Avraham Avinu, je vous rappelle, qu'il a découvert Dieu tout seul. Quand il avait 3 ans, il a réfléchi à l'univers, il a réfléchi aux planètes, il a réfléchi à la logique de la nature. Il a dit, c'est impossible que ce monde il fonctionne tout seul. Donc, il y a un Dieu qui a créé ce truc-là. Ouais. Il y a une autorité supérieure qui existait avant le monde et qui a créé cela. Et avec ça, il s'est battu, il a détruit les idoles de son père. Avec ça, il devait être brûlé vif par Nimrod, et quand même, il est resté dans ses convictions, jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu s'est adressé à lui, il lui a parlé. Mais avant qu'Hachem lui parle, ouais, et il a atteint déjà un âge avancé où il avait entièrement vécu sur la base de ses réflexions personnelles. Donc, est-ce que c'est ce modèle-là qu'on doit développer? Que chacun tout seul, on réfléchit, et si on a un cerveau qui fonctionne, eh ben on va découvrir Dieu, ou non, non, on va accepter ce que Dieu nous a donné au matin de Torah, au don de la Torah. Alors, il dit le Rav de Brisk, quand c'est écrit dans la Gada, vous savez, toute la série des Dayenu. Dayenu, 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 d'accord? Alors, il y a un Dayenu très bizarre, où c'est marqué Im natan lanu et Torah, Dayenu. Si Dieu nous avait donné la Torah, ça nous aurait suffi. Et juste avant, c'est marqué Im eremi denu be'ar Sinai velo natan lanu et Torah, Dayenu. Si Hachem nous avait fait nous tenir au mont Sinaï et ne nous avait pas donné la Torah, ça nous aurait suffi. D'accord? Et juste après, c'est marqué et si Dieu nous avait donné la Torah, ouais, ça nous aurait suffi. Alors je ne comprends pas.
Euh, il demande le Rav de Brisk, il dit, mais si Dieu nous avait mis devant le Har Sinaï et qu'il ne nous avait pas donné la Torah, qu'est-ce qu'on aurait gagné d'être devant le Har Sinaï? Vous me suivez ou... D'accord? C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire Dayenu? Dayenu, Dayenu, Dayenu. D'accord? Ça nous aurait suffi. Si on était devant le Har Sinaï, ça nous aurait suffi, même s'ils n'avaient pas donné la Torah. Mais tout l'intérêt du Har Sinaï, c'est qu'ils te donnent la Torah. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un intérêt à être au Har Sinaï, à part le fait que tu vas recevoir la Torah. Et c'est quoi? Il dit le Rav de Brisk, qui est un très 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 grand Rav, ouais, il dit qu'en fait, avant le Matan Torah, avant le don de la Torah, ouais, on pouvait percevoir intellectuellement Akadosh Baruch Hu. Mais après le don de la Torah, on va percevoir Hachem à travers la Torah. C'est-à-dire que avant le don de la Torah, ça peut être une spéculation philosophique, mais après le don de la Torah, c'est une transmission. C'est une massorette. D'accord? Ça veut dire que génération après génération, on reçoit, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu a reçu la Torah, il a transmis à Yoshua, qu'il a transmis aux Ékénim, qu'il a transmis. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il y a cette chaîne de transmission qui est tellement importante? D'ailleurs, le Rambam, Maïmonide, il dit que il fait la liste de tous les Beddin, c'est-à-dire tous les tribunaux rabbiniques qui ont reçu la Torah depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à lui. Je ne sais pas si vous me suivez. Pourquoi c'est tellement important? Ouais, parce que c'est la transmission. Moshe Masra les Yoshua, Yoshua Masra les Ékénim, les Anshek Knesset Agedola. Donc ça passe d'une génération à l'autre. Pourquoi? Parce que la chaîne de la transmission, c'est ce qui garantit la valeur de ce qu'on a aujourd'hui. Mais quand s'il y avait une coupe dans la transmission, une coupure, d'accord? Écoute, à un moment, pendant 200-300 ans, Chas Shalom, il n'y a pas de Torah. Donc les gens ils vont dire, qui a dit que c'est cette Torah? Peut-être qu'elle a été déformée, peut-être qu'elle n'a pas été truquée, peut-être qu'elle est oubliée, peut-être qu'elle a été, on a perdu une partie, peut-être on n'a pas la logique. Alors on a besoin que la chaîne de transmission ne soit jamais coupée. Parce que, encore une fois, à partir du Matan Torah, la Torah, elle a été transmise. Alors qu'avant, elle a été conçue. Vous me suivez? Pour Avraham Avinu. Maintenant, cette logique-là, oui, c'est que le problème, donc c'est comme si la différence entre Korach et Moshe, c'est que Moshe, il a dit, moi, je regarde ce que j'ai reçu. Hachem, il a donné la Torah, et moi, je réfléchis sur ce qui est écrit dans la Torah. Alors que toi, Korach, tu dis non, moi, je réfléchis, je me débrouille tout seul. Si ça tient la route, ça va. Si ça tient pas la route, c'est pas grave. J'ai mon cerveau. Je suis autonome. D'accord? Il dit un peu comme il dit le Gaon de Vilna, il dit que quelle différence entre l'imbécile et l'intelligent? Il dit l'imbécile, c'est quelqu'un qui, quand il rentre dans le Beth Midrash, dans le lieu d'étude, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre à parler. Il va dire ce qu'il sait. Voilà, je sais ça, je sais ça, je sais ça, je sais ça. Il a dit, mais l'intelligent, quand il rentre au Beth Midrash, il se tait. Pourquoi? Parce qu'il veut apprendre. D'accord? Maintenant, quand toi tu te tais, en vérité, parce que ce que tu le sais déjà. Donc, c'est pas à force de le redire que tu vas mieux le connaître. D'accord? Par contre, ce que tu ne sais pas, tu ne peux pas l'entendre puisque tu es en train de parler. Donc, en te taisant, Maintenant, cette posture de se taire, ça veut dire que je suis en mode réceptacle. Je reçois. Mais cette posture de parler, je suis en posture d'émettre. Je suis en train dans une émission. Maintenant, quand je suis en train d'émettre, ouais, je ne peux pas recevoir. C'est comme un tuyau quand il est en train de faire sortir de l'eau sous haute pression. Une autre eau ne peut pas rentrer de l'extérieur. Parce qu'il y a déjà de l'eau qui va vers l'extérieur. D'accord? Donc ça veut dire que c'est compliqué quand on est occupé à exister, à être à l'extérieur, d'accord? De coexister. Parce que coexister, ça veut dire qu'on existe ensemble. Mais dans exister, il y a ex. Donc je vais extérioriser, je vais expulser, je vais exprimer. D'accord? Quand je suis occupé à exprimer, comment je fais pour recevoir? C'est pour ça qu'on a créé ce qu'on appelle la dialectique. C'est-à-dire que toi, tu parles,
après moi je parle, après toi tu parles, après moi je parle, après toi tu parles, après moi je parle. Donc là, on va coexister. Vous me suivez ou non? Donc ça veut dire qu'il y a un moment où je suis dans une posture de professeur, donc je suis le transmetteur, et il y a un moment où je suis dans une posture de d'élève. C'est comme dans le mariage, par exemple. Un homme, c'est le professeur de sa femme. Il va lui apprendre beaucoup de choses. Mais aussi l'élève de sa femme. Il va apprendre aussi beaucoup de choses de sa femme. C'est pour ça qu'on doit, dans la mesure du possible, épouser quelqu'un du sexe opposé. Bah oui, parce que même la prise mâle et la prise femelle, elles ne sont pas pareilles. C'est pour ça que le courant passe. Mais si tu prends deux prises mâles, le courant ne passe pas. Par contre, tu peux faire péter les plombs. Ça, c'est ce qui explique tous les problèmes que tu as eu dans la famille. D'accord? Mais c'est ça l'idée. Donc ça veut dire que ça veut dire que c'est une logique de complémentarité. Ok. Donc si c'est ça, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, de la même manière, il y a une espèce de combat dans la tête d'un homme entre le fait qu'il va accepter la Torah et le fait que, d'un autre côté, il réfléchit. Il a un cerveau, il a une autonomie. D'accord? On ne parle pas de Jacques maintenant, je veux dire du Brel. On parle de quelqu'un qui a une autonomie intellectuelle. Il réfléchit, d'accord? Et de l'autre côté, on lui dit, il faut accepter la Torah, il faut prendre sur toi, et c'est comme ça, et c'est comme ça. Alors, il y a un conflit à l'intérieur, ouais, et ça bouge. On va dire maintenant, c'est ça l'idée. Alors l'idée, c'est comme ça. Ça aussi, c'était une réflexion, mais ça, j'ai eu un peu plus tard, vers 18-19 ans. Ouais. C'est que, quand est-ce que j'ai plus de chances de comprendre? Écoutez bien. Par exemple, il y a un phénomène, je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas. La vérité, je ne comprends pas. Ok. Quand est-ce que j'ai plus de chances de comprendre? Quand, attention, quand j'accepte de ne pas comprendre ou quand je refuse de ne pas comprendre. Je sais que ce soir, le cours, il est un petit peu réfléchi, mais bon, j'arrive pas à être idiot. J'ai essayé, j'arrive pas. D'accord? Donc, je répète. Quand je comprends quelque chose, ouais. Maintenant, pour l'instant, je ne le comprends pas. Maintenant, le fait que je ne le comprenne pas, ça me crée un malaise. Mince, mais je ne comprends pas. Oh, je ne comprends pas. Oh, purée, je ne comprends pas. Oh, frérot, je ne comprends pas. Ouais. Donc maintenant, ça développe le syndrome de l'ignorance. D'accord? La, la dimension anxiogène de l'incompréhension. Quoi, je suis bête ou quoi? Ouais, je ne comprends pas. Maintenant, pour comprendre, quand je ne comprends pas et que je veux comprendre, pour pouvoir comprendre, ouais. Est-ce que c'est parce que je suis en lutte contre le fait que je ne comprends pas, donc je refuse de ne pas comprendre, ouais, ou non? C'est parce que j'accepte de ne pas comprendre. Donc ça veut dire, qui c'est qui a le plus de chances de comprendre? Celui qui accepte de ne pas comprendre ou celui qui refuse de ne pas comprendre? Donc vous comprenez ici, c'est-à-dire entre guillemets, c'est un peu bizarre comme réflexion, mais c'est en fait dans quelle posture psychologique je dois me mettre pour avoir une approche intellectuelle. Bah oui, parce que je vous rappelle que comprendre et pas comprendre, c'est un problème intellectuel. Mais le malaise de ne pas comprendre, ça c'est psychiatrique, ça. Vous me suivez ou non? Quand ça me dérange de ne pas comprendre, quand j'ai honte de ne pas comprendre, quand j'ai l'air de passer pour un CON parce que je ne comprends pas, ça c'est psychiatrique, ça va pas. C'est de la psychologie, c'est de la susceptibilité, c'est de la maroquinerie, de la tuniserie, ça n'a rien à voir avec la réflexion pure. La réflexion pure, je comprends, je ne comprends pas, bah c'est pas grave, c'est la vie. Des fois tu comprends, des fois tu comprends pas. Des fois tu comprends plus tard, des fois tu comprendras jamais, c'est pas grave. Tu diras non, non, moi si je comprends pas, ça m'énerve, ça m'angoisse, j'ai envie de mourir, je veux me pendre, donnez-moi une corde, j'ai un tabouret. Non, on vit pas comme ça. Non, tu comprends, tu comprends, tu comprends pas, tu comprends pas. C'est impossible, d'accord? Donc je répète et je repose la question. Est-ce que celui qui a des chances de comprendre, c'est celui qui se met dans une posture où il accepte de ne pas comprendre? Donc en vérité, il est dans une posture de modestie et il se met en ouverture mentale en disant allez-y, expliquez-moi. Ou non, je me mets dans une posture mentale de révolte, de mal-être, d'angoisse, de névrose, de dire ouais, je comprends pas, je comprends pas. Et donc je refuse de ne pas comprendre. Et du coup, mon esprit il est fermé et je comprends rien. Donc en vérité, le vrai problème, c'est la relation que j'entretiens avec l'ignorance. Est-ce que l'ignorance, c'est une invitation à écouter ou est-ce que l'ignorance, c'est une invitation à parler? C'est comme dans les relations, le silence. Il y a des gens, par exemple, qui ne supportent pas le silence. On est comme ça, on ne dit rien.
Ah, ils veulent toujours meubler, toujours parler, ils sont dans l'ascenseur, il pleut, il fait joli, ils rentrent dans une discussion. Comment ça se passe? Ils rentrent dans un magasin. Ah bonjour tout le monde, comment ça se passe? Où est-ce que vous pouvez m'indiquer le rayon des Khalada? D'accord, ils arrivent au travail, paf, ils veulent truquer, ils rentrent dans une réunion de famille, ils prennent toute la place. Je suis là, vous m'avez vu, j'ai des choses à dire, je suis sympathique, je suis rigolo, regardez-moi, je suis star. Ouais. Pourquoi tu peux pas fermer ta. Ah ouais? Tu peux te taire. Et le silence est appréciable. Parce que bizarrement, quand tu te tais, on a le temps de réfléchir. Quand tu te tais, on peut te donner le bénéfice du doute. Mais quand tu parles, on voit que tu es vraiment un khmar. En plus, tu as un khmar mal dans le tapot, puisque tu es tout le temps obligé de parler parce que tu as peur. Tu crois qu'en nous parlant, ça nous empêche de réfléchir au fait que tu as un statut de débile. Mais détends-toi, tu es une personne bien, non? Quand tu as quelque chose à dire, tu le dis. Quand tu n'as rien à dire, tu te tais. Kol hakavod. Tu sais que le droit de se taire est un droit constitutionnel. Il ne faut pas y renoncer. Ouais. Les gens, ils revendiquent le droit, le droit. Tout le monde veut le droit d'expression. Mais personne ne s'interroge au droit de se taire. Mais tu as le droit de te taire. C'est ça Internet aussi. Avant, les gens intelligents, ils prenaient la parole. Maintenant, tout le monde a la parole. N'importe quel, il veut dire n'importe quel débile, pof, il prend son micro, il se met sa petite caméra, et il dit, ben, j'ai un truc à dire, j'ai mon coup de gueule. Tu dis, mais attends, mais tu te rends compte si on devait, ça veut dire n'importe quoi, n'importe qui, n'importe truc, et puis tu passes des heures, tu dis, bon, on sait jamais, peut-être qu'il a dit un ridouche. Mais comment il va dire un ridouche? Un mec qui fait même pas la différence entre parler, rôter et péter. Tu crois que le message qu'il a émis, parce qu'il est nauséabond, il pourrait être bon? Non, il est nauséabond, c'est tout, il donne la nausée, même s'il est bon, d'accord? Donc cette logique-là, c'est quoi? C'est que prends du temps, réfléchis, va faire des études, casse-toi la tête, développe un raisonnement. Ah non, dès que tu as un truc qui te monte, tac, tac, tu parles. Comme si tu as un gaz qui monte et hop, ça sort. Mais ça s'est roté, ça. C'est pas exprimé. Ah, c'est vrai que c'est une forme d'expression, puisqu'on sait ce que tu as mangé à midi, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que c'est une forme d'expression. D'accord? Donc l'idée, c'est exactement la même chose. Quand quelqu'un, maintenant, il comprend qu'en fin de compte, le silence, il fait partie de la parole. Vous observez ou non? Rappelez-vous, vous avez eu des grands-pères, non? Des grands-mères. Elles parlaient pas beaucoup. Elles parlaient pas beaucoup. Mais quand elles parlaient, c'était toujours un truc que 10 ans après, ça reste vrai. Et des fois, elle te parlait pour 10 ans d'avance. Et toi, tu dis, oh, la mamie, elle devient gâteuse, elle comprend rien. Et 10 ans après, avec ton mari, tu dis, mais attends, mais elle avait tout compris, la mamie. Elle m'a dit une phrase, elle avait tout compris. Alors, soi-disant, si elle la gaga, et toi la lady, eh ben, trouve le compromis. Lady, c'est pas grave. Vous êtes blata ce soir ou quoi? Bon, je vais essayer de monter le niveau. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit prendre, d'un côté, le temps de développer une capacité de réflexion et d'analyse extrêmement puissante. Vous savez que c'est interdit d'être bête. Hein. C'est la seule mitzvah qui n'a pas été écrite, mais qui est obligatoire. D'accord? Mais d'un autre côté, on doit avoir une capacité d'acceptation à 100% de ce que la Torah elle a dit. Alors comment on trouve le compromis? D'accord? Parce que vous avez compris maintenant que Moshe Rabbeinu, en fin de compte, c'est quoi? C'est l'acceptation. Et Korach, c'est quoi? C'est la réflexion. D'accord? Ok. Maintenant, attention, je ne veux pas que vous tombiez dans le piège, pour ceux qui prendraient le cours en route ou alors qui voudraient s'arrêter là, de dire, allez, ça y est, il est en train de nous faire faut pas réfléchir, faut tout accepter, il n'y a aucune logique dans la Torah, c'est pas grave, on comprend rien, c'est pas grave, c'est une religion pour les débiles. Non, 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 ça, c'est pas du tout notre cas, puisque vous savez que la Torah, c'est une mitzvah de l'étudier jour et nuit, depuis ta bar mitzvah jusqu'à ta mort. Donc si vraiment le bon Dieu, il ne voulait pas qu'on comprenne, il ne nous aurait pas donné une mitzvah de l'étudier tous les jours. Et non seulement qu'il faut l'étudier, mais il faut l'approfondir, il faut aller dans les dimensions les plus profondes, il faut comprendre le sens intérieur, il faut voir les transitions, il faut voir les liens, il faut voir la profondeur, il faut voir la construction, il faut que le raisonnement il soit rigoureux parce qu'il faut qu'il traverse le champ des Rishonim, des Acharonim, des Rabbi Akiba Iger, des Raphaïm, des Maharsha, des Ran, Donc la réflexion de la Torah, elle est très 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 rigoureuse. Ouais. C'est pas style réflexion à bâton rompu entre deux joints. Donc qu'est-ce que tu penses du mois de mai? Parce que le mois de mai, en juin, il n'y a pas de mai en juin.
pas grave. D'accord? Donc, non, c'est très très rigoureux. C'est-à-dire que la yeshiva, ne croyez pas. Une fois, il y a un monsieur qui est rentré à la yeshiva d'Aix-les-Bains, à l'époque, il y a 40 ans. Et puis, il a vu tous ces gens là devant des livres et tout ça. Alors, il s'est mis à crier, ouais, bande de paresseux, vous ferez rien du tout. Ouais, comment ils appellent ça? Parasites, chauffeur de banc. Et le Rav Frankin, il est rentré, il a vu ce monsieur en train de crier, il a dit, viens ici, toi. Il a dit, demain matin, tu viens à 9h, tu vas étudier avec ce monsieur-là, tu vas rester toute la journée à étudier avec lui, 8 heures. On va voir comment tu glandes. On va voir comment tu t'ennuies. On va voir comment monsieur, c'était un professeur. Et donc, il est revenu le lendemain, il a étudié toute la journée. Et le gars, il a commencé la Mishnah, la Gemara, le Rashi, le Ran, le Rashba, après le lien, les 8 questions du Rabbi Akiva Eiger, les 7 questions du Rav Chaim. Au bout de 3 heures, il avait un mal de tête. Il a dit, quoi, vous faites ça toute la journée? Eh ben oui, ben, qu'est-ce que tu crois? Qu'on est en train de tourner les pages pour s'aérer les yeux, parce que c'est marqué VAR et Nenu Betorah Techa. C'est pas grave. D'accord? Non, ça veut dire que la personne, elle doit. Et c'est ça le paradoxe. Que d'un côté, il faut développer une très très puissante réflexion, et d'un autre côté, une capacité d'acceptation à 100%. Alors comment ça fonctionne? Maintenant, par rapport à ça, on a dit que c'était la discussion qu'il y avait entre Korach et Moshe Rabbeinu. Mais en vérité, on a dit qu'un homme, il peut avoir cette discussion à l'intérieur de lui-même. Ouais. Alors, rappelez-vous le Rashi. Vous vous rappelez le Rashi ou non? Le Rashi, il avait dit que quand on a présenté la loi de Paradouma, de la vache rousse, donc la loi du dogme par excellence, c'est marqué dans Rashi, les fiches. Pourquoi est-ce qu'on a dit Chukata Torah? C'est le dogme de la Torah. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit Chukata Para, la loi de la vache rousse? Pourquoi on a dit la loi de la Torah? Pourquoi? Rashi, il a dit les fiches à Satan, ve'umot haolam monim et Israël. Parce que le Satan et les peuples du monde. D'accord? Mais c'est qui le Satan? D'accord? Satan en français, très connu. Vous savez pourquoi le Satan s'appelle Satan? Vous savez ou non? Parce que c'est celui auquel tout le monde s'attend. Non, celui qui s'attend au Satan n'a pas de problème avec le Satan. De la même manière. La Gemara dit que, dans Bavatra, ou à Satan, ou à Yetzara, ou à Malachamavet. Ça veut dire qu'il y a un ange qui a 3 facettes. Il est en même temps le Yetzirara, en même temps le Satan, et en même temps l'ange de la mort. D'accord? Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, je vais quand même l'expliquer. À l'intérieur de nous-mêmes, vous savez, il y a le jeu et la Yetzera, Yetzeratov. C'est-à-dire une mauvaise tendance, une bonne tendance. D'accord? Les Chinois, ils disent le yin et le yang. L'autre, il dit la zone obscure, la zone claire. D'accord? La tendance positive, la tendance négative. Donc, on est tous d'accord que nous sommes, à l'intérieur, nous sommes divisés. OK. Maintenant, le Satan, c'est une voix que je ne dois pas écouter. Le Yetzeratov, le bon penchant, c'est une voix que je dois écouter. Maintenant, vous avez bien compris que les gens, ils vont écouter ce qu'il ne faut pas écouter et ne vont pas écouter ce qu'il faut écouter. Ouais, surtout les psychorigides, d'accord? Ou les kéblos de la terre, ou les séquoias. Les séquoias, c'est en botanique ce qu'on appelle les séquoias en psychologie. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que, donc si on dit que le Yetzirah et le Satan, c'est une seule entité, seulement le Yetzirah, il est à l'intérieur, et le Satan, il est à l'extérieur. C'est-à-dire celui qui va proposer la vera, celui qui va organiser la faute, celui qui va mettre les circonstances pour que je puisse faire la faute. Tout ça, c'est le Satan. Celui qui, à l'intérieur, qui va me troubler pour me dire, allez, vas-y, fais-le, vas-y, la voisine, elle est accessible, vas-y, le vendeur, il a laissé un billet de 5 euros sur la table, prends-le. D'accord? Cette voix intérieure qui va me faire fauter, c'est le Yetzirah. Cette situation qui est créée par un ange qui met en place cette situation pour que je puisse fauter, s'appelle le Satan. Vous me suivez ou non? Maintenant, comme la Gemara dans Bavatra, elle dit que les 3 entités, c'est-à-dire Yetzirah, Satan et ange de la mort, sont un seul ange. Donc le Satan et l'ange de la mort, le Satan et le Yetzirah, c'est la même chose. C'est le même ange. D'accord? Ok. Mais il a plusieurs facettes. Donc ça veut dire que quand le Satan, quand Rachid dit que le Satan, il va dire, ouais, c'est quoi cette mitzvah-là? En vérité, le Satan, c'est aussi l'Yetzirah. Et l'Yetzirah, il est à l'intérieur de l'homme. Donc en vérité, c'est l'homme lui-même. Vous me suivez ou non? C'est l'homme lui-même qui développe le doute et qui dit où c'est marqué et c'est pas évident, il y a des choses qui sont dures à accepter, dures à comprendre. C'est que c'est l'homme lui-même qui se pose la question.
Vous savez ou non? L'homme juif qui se pose la question lui-même. Et Umot Haolam, ça c'est le peuple du monde. Et ça c'est quoi? C'est la conscience mondiale. C'est la connaissance universelle. D'accord? Qui pose la question et qui dit Ma mitzvah azot, qu'est-ce que c'est cette mitzvah-là, là? D'accord? De la vache rousse. Ou Mata'am Yeshba. Quel sens elle a? Maintenant, qu'est-ce qui répond à Kajvohu? Xeraim Elefanai. Ouais. C'est un décret. Voilà, c'est comme ça. C'est une loi absolue. T'es pas content, tu dégages. Ouais. Est-ce que c'est une bonne méthode au niveau pédagogique? Alors la logique, en fait, c'est un peu une réflexion qu'on a aussi avec les enfants dans l'éducation. Est-ce que les enfants, on doit leur imposer des choses? Et quand ils acceptent ce qu'on leur impose, on leur explique ensuite pourquoi. Ouais. Ou on dit non, on va leur expliquer, jusqu'à ce qu'à la fin, ils acceptent. Vous voyez la question ou non? C'est deux écoles. Donc il y a les parents baba cool, sympathiques. Bon, tu sais, Nicolas, la vie, les choses, c'est important. Il faut que tu comprennes, il faut réfléchir. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu voudrais? Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu trucs? Et puis il y a les parents, c'est comme ça. Tu sors pas ce soir. Voilà, tu ne sors pas. D'accord? Il n'y a pas. Non, non, non. Non, Virginie, tu peux pas t'épiler. Non, tu ne t'épiles pas. Oh, oh, je fais ce que je veux. Non, non, Émilie, non, non. Tu as 6 ans et demi, tu t'épiles pas. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, est-ce qu'elle va imposer à l'enfant? Ouais. Eh ben, dans notre famille, on sort pas le soir. Ouais. Et on parle pas comme ça. Et il n'y a pas de gros mots à table. Et on sort pas en sous-vêtements dans la salle à manger. C'est comme ça. Ouais. Ou non, on va dire, écoute, on est en Suède, tout le monde est tout nu, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et puis tu sais, tu vas attraper froid, chérie. Et puis il y a ta grand-mère. Et puis il y a le rabbin. Ils vont pas forcément comprendre pourquoi tu te balades en soutif. D'accord? Donc est-ce que tu vas expliquer et ensuite la personne, elle va accepter, ou est-ce que tu vas imposer et quand la personne, elle va accepter, tu vas expliquer? Vous suivez au niveau... Ça va au niveau pédagogique, vous avez compris ou non? Voilà. Alors en vérité, c'est toujours le problème du contexte. Bah oui, parce que quand la personne, elle est dans une logique, par exemple, de révolte, ou elle a une révolte, ou une influence extérieure, ou alors de... Donc, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Ouais. Toi, tu vois que les copines de ta fille, elles passent 18 heures par jour sur leur portable. Et ta fille, elle n'en a pas. D'accord? Parce que vous êtes un peu religieux, vous êtes un peu investi, ou alors vous êtes des gens intelligents et vous avez compris que c'est une machine à broyer le cerveau. Ok. D'ailleurs, les vrais patrons de la Silicon Valley qui ont inventé l'addiction au portable interdisent à leurs enfants d'en avoir. Je ne sais pas si vous me suivez. D'accord? Donc ils ont compris que ça fabrique des CON de manière industrielle. Parce qu'avant, les gens y réfléchissaient, mais là, ils ne peuvent pas, puisqu'ils sont obligés de répondre aux 63 notifications qu'ils ont reçues dans les 21 minutes passées. D'accord? Et qu'est-ce que t'en penses? Et où tu l'as vu? Regarde celle-là, écoute cette vidéo, regarde ce truc, regarde j'ai grossi, regarde ce que j'ai mangé à midi, regarde ce que j'ai fait aux toilettes. Les gens, ils envoient des trucs, mais tu dis, mais j'ai pas besoin de savoir ce que tu fais aux toilettes. Même si la productivité reste une priorité de l'économie de la France. D'accord? On est vraiment dans la... D'accord. Donc ça veut dire quoi? C'est que tellement les gens, ils n'ont rien à foutre de leur vie, qu'ils s'intéressent à n'importe quoi. D'accord? Mais s'il n'y avait pas le portable, ben, peut-être que les gens, ils auraient le temps de lire. Peut-être qu'ils auraient même le temps, Hazvé Shalom, de réfléchir. Et pire, si affinité, de faire tes choix. Mais là, ils n'ont pas le temps. Parce que la vie, elle est tellement prenante qu'ils sont obligés de rester au niveau pour rester brel. Parce que comment ils vont trouver le temps de devenir intelligents? Donc, quand tu vas dire à ton fils, il n'y a pas de portable. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Tu veux lire, il y a des livres. Tu veux t'amuser, voilà ton skateboard, va à ton vélo, va te faire une cabane dans le jardin. Et tu dis non, je vais jouer à Trompe la mort et Crève la vie. Non, non. Ouais, alors tu l'imposes. Alors il n'est pas d'accord. Non. Ouais, tous mes copains ils ont un portable. Ouais, c'est pour ma sécurité. J'ai peur de mourir. Le père il dit écoute mon fils, nous on était dans les cités. D'accord? Dans les années 70. Il y avait même pas de cabine téléphonique. Pourquoi on est sorti, on était égorgé, on n'avait rien. Maintenant, tu vois, tu vas d'ici à la boulangerie, tu dis, bon, je préfère que tu aies ton portable, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Genre maintenant, on vit en Tchétchénie maintenant. Maintenant, on est en Irak. Ouais, bon, pas encore, ça va venir, mais ouais, on n'en est pas là. Donc, il faut arrêter avec ces histoires de sécurité et ces histoires qui sont en fait juste des PAC, ce qu'on appelle en philosophie, c'est-à-dire des pièges à, d'accord, pour se faire avoir. Parce que qu'est-ce que tu gagnes avec le portable et qu'est-ce que tu perds avec le portable? Ouais. Tu gagnes que je peux te joindre et qu'est-ce que tu perds? Des centaines et des milliers d'heures où la personne ne prend plus le temps de réfléchir, de lire.
d'évoluer. Alors qu'elle peut avoir un écran à 360 degrés pour percevoir la vie, et maintenant elle se contente d'un truc de 5 cm sur 10. C'est ça, c'est ça. Je vous ai déjà dit 1 million de fois que si tu es petit, c'est parce que tu vois petit. Et si tu vois petit, tu es petit. C'est pour ça que tous les ans, on fait les élections de Miss Univers et de Miss Monde. Mais le jour où on va faire les élections de Miss Kin, il y aura des candidats. Donc il ne faut pas être mesquine. Alors si tu es mesquine dans tes appréhensions, si tu es mesquine dans tes peurs, si tu es mesquine dans tes réflexions, si tu es mesquine dans tes ambitions, si tu es mesquine dans tes projets, tu es mesquine. Tu es mesquine. Ouais. Alors pourquoi voir petit? Pourquoi rêver d'acheter un crayon alors que tu pourrais racheter, je sais pas moi, une usine de crayons? Pourquoi? Pourquoi voir petit? Pourquoi être mesquine? Pourquoi être petit? Ouais. Il dit, c'est ça l'idée. Il dit que la personne, en vérité, elle se rassure dans la petitesse. Vous savez, les gens disent, mon petit studio, ma petite maison, ma petite vie, ma petite femme, ma petite salade, mon petit plat de sushi, facteur commun petit. Tout est petit, 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 petit. Comme ça qu'on appelle les pigeons. Petit, 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 petit. Ouais, non. Tu vois grand. D'accord? Gadol, grand. Méhod, beaucoup. Or, méhod, en hébreu, ça s'écrit même Aleph Dalet. C'est les mêmes lettres que Adam. Adam, l'homme, c'est Aleph Dalet même. Et méhod, c'est même Aleph Dalet. C'est les mêmes lettres. Donc, l'homme, il est Adam, il est méhod, il est énorme. Ou non. Adam, c'est Mina Adama. Ouais, c'est-à-dire, il vient de la terre. Il est proche de la terre. Très, très bas. Il est tellement petit que quand il marche sur une pelouse, ça le gratte sous les bras. D'accord? Tellement il est petit. Non, tu dois être grand. D'accord? Tu dois voir grand. Maintenant, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire voir grand? Et comment est-ce qu'on apprend à voir grand? Est-ce que voir grand, ça veut dire c'est accepter ce qu'Hachem a dit, accepter à 100%, avec une confiance à 100%, et mettre en application Ka'asher Tziva Hachem Elokecha, comme tu as ordonné l'Éternel, d'accord? Et après que tu as accepté, va réfléchir, va te casser la tête jour et nuit, va à la yeshiva, va au kollel, deviens rave, écris des livres. Mais d'abord, t'acceptes. Ou non, non, tu la joues un télo, tu dis non, 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 moi je ne peux pas accepter une chose que je ne peux pas comprendre, je n'accepte pas une chose que je ne ressens pas, je n'accepte pas une chose que je n'arrive pas à appliquer tout de suite en toute conscience. Mais rien que ça, déjà, l'idée, elle est débile. Bah oui. Parce que vous savez, quand les gens ils disent moi je ne peux pas faire les mitzvot parce que je ne comprends pas. Moi j'ai besoin de comprendre. Mais le serpent se mord la queue. Parce que pour comprendre les mitzvot, il faut faire les mitzvot. Vous me suivez ou non? C'est comme si quelqu'un va voir un professeur de mathématiques et dit écoutez, je veux comprendre les équations du 22e degré. Alors le mec il dit mais excusez-moi, mais les équations du 2e degré, vous les comprenez? Non. Alors, ouais, mais j'ai pas de temps à perdre, moi, 21, 22, 2, 3, 4, 5, 7, 17, 18, 19, 21, 22. Envoyez-moi les 22. La 22e. Mais monsieur, la 22e, elle n'est pas accessible. Les équations du 22e degré, c'est Albert Einstein qui en parle. Vous êtes quoi, vous? Albert, peut-être. Einstein, laisse tomber. À part la coupe de cheveux, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que une chose qui n'est pas accessible, elle devient accessible parce que tu acceptes la chose. Donc numéro 1, tu l'acceptes. Tu la fais rentrer dans ton cœur. Après, tu veux mettre ton cerveau dessus, vas-y, mais pas jour et nuit. Mais vas-y, mais c'est une misva, t'as pas compris encore, c'est une misva. Mais quand toi, tu refuses, parce que tu te braques, parce que tu veux mettre ton cerveau avant, en vérité, c'est juste ton Yetzirara. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont peur des conséquences de la mitzvah. Ils ont peur de ce qui est imposé par la mitzvah. Bah oui, parce que si la Torah, elle a raison, ah bah, il faut que tu changes ta vie. Et toi, tu n'as pas envie de changer, parce que toi, tu es tellement bien à écouter ton Yetzirara, que le jour où on va te dire qu'il faut écouter Hachem, tu te dis, mais c'est problématique, c'est gênant, c'est angoissant, c'est fatigant. Mais c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'en vérité, la liberté, elle passe par la soumission. Parce que quand tu vas te soumettre à Dieu, eh ben, tu deviens libre. Maintenant, quand toi, tu n'es pas soumis à Dieu, tu dis non, je ne suis pas soumis, moi. Tu n'es pas soumis à Dieu, ok? Alors, tu es soumis à qui, toi? Toi, tu es soumis à ton Yetzirah. Toi, tu es soumis à la réflexion universelle. Toi, tu es soumis
ton manque de réflexion. Toi, tu es soumis à tes pulsions. Toi, tu es soumis à ta peur. Donc, en vérité, c'est quoi? C'est qu'au lieu d'être esclave de la Torah, tu es esclave de la pensée universelle. De quoi? De la rue, de la télévision, de la housse, de Cyril Hanouna. C'est ça que tu es esclave, en fin de compte. Parce que quand est-ce que tu vas prendre le temps de te libérer? Or, la Torah, quand tu l'acceptes, ouais, elle t'oblige à te libérer. Parce que la Torah, en même temps qu'elle te dit accepte la loi, elle te dit lutte contre tes envies, maîtrise ton corps, développe ta volonté, arrête de regarder la voisine, arrête de t'angoisser avec des faux problèmes, sors de ta haine, enlève ta rancune. Donc en fait, elle enlève tout le contexte psychiatrique qui t'empêche au fond de comprendre. Donc, elle fait un travail en double thérapie. En même temps, elle te soigne de ce qui t'empêche de comprendre. En même temps, elle te développe l'intelligence pour comprendre. Et ça vient du fait que tu as accepté la chose. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la personne, maintenant, elle va, comme les Béné Israël, quand ils ont dit Naas et Venishma, nous ferons et nous comprendrons. D'accord? Comme toi, quand tu t'es marié, tu t'es engagé à rendre heureux, à rendre heureuse l'autre. D'accord? Donc c'est cet engagement qui va donner la capacité. Maintenant, de la même manière dans la Torah, tu es obligé de l'accepter. Pourquoi? Eh bien, premièrement, parce que la Torah, c'est la pensée de Dieu. D'accord? Et Hachem, il a dit En marchez votai, marchez votechem. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Déjà, les pensées d'Einstein, tu ne les comprends pas. Newton, pour toi, c'est un extraterrestre. D'accord? Alors, qu'est-ce que tu crois que tu vas rentrer dans la tête de Dieu? Ouais, les gens ils viennent, ils disent pourquoi Dieu il a fait ça, moi j'aurais fait autrement. Comme encore ce Shabbat, quelqu'un est venu, il m'a dit oui, mais pourquoi Hachem il a fait ça? Je lui dis mais papa, déjà ce qu'il a dit, c'est de le comprendre. Maintenant toi tu voudrais comprendre qu'est-ce qu'il a pas dit. Ouais, essaie de comprendre ce qu'il a fait, au lieu de dire il aurait pu faire autrement. Mais déjà la psychologie de ta femme tu la comprends pas. Tu veux comprendre la psychologie de Dieu, mais il faut avoir la modestie intellectuelle. Maintenant, cette modestie, encore une fois, elle ne veut pas dire ah, ferme-la et arrête de réfléchir. Mais non, tu n'as pas compris. Quand tu te mets en situation de modestie intellectuelle, en vérité, tu arrêtes d'avoir tes a priori, tu arrêtes d'avoir des blocages et des braquages. Donc, tu crées un espace de compréhension. Et dans cet espace de compréhension, un Kadosh Baruch Hu, il va t'envoyer la compréhension. Et d'un seul coup, tu vas dire waouh, j'ai compris. D'accord? C'est comme si ta femme, tu arrêtes de penser à sa place. Ou ton mari t'arrête de dire il aurait dû. Ouais? Ou tes enfants, t'arrêtes de leur imposer ton idée. Ouais? Et bien tu verras qu'à la fin, ils vont adhérer à tes idées. À la fin, ils vont raisonner comme toi. Parce que de toute façon, un enfant, il ressemble à ses parents. D'accord? Donc toi, tu te casses la tête pour qu'ils soient comme toi, mais de toute façon, ils vont y ressembler. Puisque le pommier produit des pommes et le poirier produit des poires. Et le khmarier produit des khmar. T'as déjà vu un pommier qui fait des poires, toi? Donc de toute façon, l'enfant, il va finir par te ressembler. Seulement, est-ce qu'il va te ressembler au forcing parce que tu vas faire rentrer le carré dans le rond à coups de marteau, ou tu vas le mettre en situation, d'accord? Et lui-même, il va. Ah, tu dis, mais comment on va faire? Eh ben, c'est normal. Il y a les lois du respect. Tu écoutes tes parents, tu écoutes ce qu'on te dit, tu respectes la maison, tu respectes l'esprit de la maison. Donc l'enfant, il est dans un cadre. Dans ce cadre-là, il va pouvoir recevoir. La preuve, c'est que les enfants qui sortent du cadre, qui sont en révolte contre le cadre, qui sont en révolte contre le système, qui sont en révolte contre l'école, ouais, après des années après, ils disent, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait sortir d'école? Et comment j'ai pas. Maintenant que je vois tous ces cas sociaux, je vois que en fin de compte, mes parents, ils m'ont donné une enfance de folie. À la maison, il y avait l'équilibre. Tu vois, dans des familles, les cris, les nerfs, les trucs. L'autre, il est avec la bonne. L'autre, il est sur des films dégueulasses. L'autre, il est en train de fumer son joint. L'autre, tu dis, c'est ça la famille. Tu dis, ah, mais on est libre. Hein. Ah, chez nous, c'est très cool, c'est très cool. C'est pas très cool. Bah, c'est le sang qui coule. C'est la neshama qui coule. Tout coule là-bas. Sauf la vie. Donc, il faut faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on a besoin du cadre. On a besoin de la loi. On a besoin des principes. On a besoin des valeurs. Maintenant, à l'intérieur, mais vas-y, débrouille-toi, développe, construis, pense, réfléchis, innove. Ouais. Vous savez, il y a 613 votes, d'accord? Il y a une seule Torah, il y a une seule Torah orale, ok, mais tu sais combien de milliers et de dizaines de milliers d'écoles de pensée on a développées? Combien de milliers d'approches de la loi on a développées? Les Sfaradim, les Ashkenazim, les Chassidim, les Marocains, les Tunisiens, les Algériens. Pourtant, c'est le même Shulchan Aruch. Et on ne touche pas une seule mitzvah. Donc en vérité, la Torah, elle te dit, tu prends le cadre, à l'intérieur du cadre, tu peux avoir une école de pensée, tu peux développer. Mais le problème, c'est que pour que tu puisses développer une école de pensée, ouais, ça malheureusement, tu ne peux pas l'attraper à Jussieu
ou à la Sorbonne, Morbonne. Ouais. C'est que celui qui va s'écraser, et celui qui va accepter, et celui qui va prendre dans la crainte d'Hachem, et qui va faire 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans d'échiva, en se cassant la tente, en suant du sang sur les textes, ouais, et en jeûnant, et en priant, et en pleurant, eh ben, il va être doté d'un Da'at Torah. Et le Da'at Torah, ouais, ça fait que maintenant, c'est sa Torah à lui. Alors c'est un truc très bizarre, ouais. Toi, tu as accepté une Torah qui n'est pas la tienne, parce que Dieu te l'a imposée. Le fait que tu l'as acceptée, tu l'as étudiée. Et quand tu l'as étudiée, tu as développé une autonomie. Et cette autonomie, elle fait que maintenant, Dieu, il dit, bah, tu sais, toi, tu as aussi ton mot à dire. D'accord? Ça veut dire que maintenant, quand les commentaires, ils vont donner un commentaire, ce commentaire, c'est pas qu'il est accepté par la Torah. C'est ça l'explication de la Torah. D'accord? Donc, quand le Rav, il va trancher une halakha selon la Torah. Mais tu sais quoi? Il a donné 70 ans de sa vie pour la Torah. Donc maintenant, quand il va dire quelque chose au nom de la Torah, c'est la Torah qui parle. C'est ça la Torah orale. Mais le mec, pendant 70 ans, il était contre la Torah. Il a dit, laissez-moi cette religion de merde, et moi la drogue, et le kiff, et la voisine, et la perdition, et la débauche. Et maintenant, il vient, il dit, je vais vous expliquer c'est quoi la Torah, qu'est-ce qu'il pense Dieu. Mais t'es qui, toi? Mais t'es quoi? T'es quoi? C'était une excroissance de nombre, d'un souvenir d'un cloporte. Et maintenant, tu veux dire ton avis sur... Quand tu vois Rabbi Shimon Bar Yochai, d'accord? Quand tu vois Baba Saleh, quand tu vois des Rabbi Akiba Eiger qui parlaient avec des anges, qui parlaient avec les Neshamot, qui avaient complètement dématérialisé leur corps, qui connaissaient toute la Torah entière par cœur, qui avaient étudié des milliers de fois le Talmud, eux, ils peuvent avoir une réflexion sur la Torah. Mais toi qui te lèves le matin, qui te laves les dents, qui prends ton bacon, mais que même ta femme, elle te dit, ta femme Christine, elle dit, mais enfin Moïse, tu bacon ou quoi? Tu peux pas manger du bacon, tu t'appelles Bokobza quand même. Tu t'appelles Chiche comment tu manges du bacon? Ouais, je fais ce que je veux. De toute façon, c'est de l'art, parce que tu es artiste en plus. Ouais, parce que c'est ni du lard ni du cochon. Non, Baba, c'est du bacon. Donc comment tu manges du bacon? Et après tu viens, tu dis ouais, je trouve que les rabbins ils exagèrent. Qu'est-ce que ça veut dire cet interdit? Mais t'es qui toi? Mais t'es qui? C'est comme si moi je rentre en pleine opération du cœur, un hôpital Thonon, ils sont en train de faire une opération à cœur ouvert, ils ont ouvert le thorax, il y a du sang partout, il y a le plus grand spécialiste de l'orthopédie cardiaque de Khedabadi, et moi je viens poussez-vous, je vais faire l'opération. De toute façon, qu'est-ce que c'est? De toute façon, je suis mécanicien auto. D'accord? Alors, les artères, ben, c'est comme les tuyaux. Le cœur, c'est comme un carburateur. Ça va, j'ai tout compris. Laissez-moi faire. Eh ben, nous assistons à la mort de... Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Yabrel, tu connais rien. Tu te la fermes? Ben, c'est exactement pareil. Tu as le droit de parler dans la Torah, mais va étudier d'abord. Et bizarrement, tu verras que ces gens-là qui ont plein de questions, ils n'ont jamais étudié. Et ceux qui ont étudié, ils n'ont pratiquement pas de questions. Tu sais pourquoi? Parce que la Torah, elle répond à la question. Elle répond. Je ne sais pas si vous... C'est pour ça que moi, bon, je suis jeune, moi j'ai 59 ans. Et j'en ai entendu des milliers, d'accord? Alors avant, je prenais le temps, je remettais les choses dans le contexte, j'essayais de résumer 125 pages de Guémara et de commentaires en 3 phrases pour que elle puisse comprendre. Maintenant, je dis excusez-moi, monsieur, vous avez une question? Je dis, combien d'années d'Yeshiva avez-vous fait? Il me dit, bah 0. Je dis, bah fermez-la alors. Comment ça, fermez-la? Je crois pas, je crois que vous étiez ouvert d'esprit. Je dis, moi, je suis ouvert d'esprit, mais toi, c'est l'esprit qui est ouvert. Ouais. Je dis, va prendre du temps. Il y a des livres, il y a du temps. Apprends à réfléchir selon la Torah. Et quand tu vas capter l'esprit de la Torah, peut-être tu auras une question sur la Torah. Mais tu vas prendre l'esprit de la fac, l'esprit du cinéma, l'esprit de Hitchcock, et poser une question sur la Torah. Mais tu rigoles ou quoi? Ça, c'est l'esprit de Dieu et ça, c'est l'esprit d'un homme. Alors, si tu n'arrives même pas à comprendre de qui tu parles et à quoi tu t'adresses, ouais, de la même manière que le mec qui veut rentrer à l'ENA, il passe un concours. Pourquoi il y a un concours? C'est pas la peine. Toi, tu vas te dire, pourquoi je vais passer un concours? Déjà, je suis court et en plus, je suis... C'est pas la peine. Non, tu passes un concours. Donc, tu arrives à l'ENA, tu dis, bonjour, j'ai raté mon bac 19 fois et j'ai eu mon certificat d'études du premier coup puisqu'on me l'a donné en passant en troisième. Ah bon? En passant en seconde. Ok. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Ben, je voulais rentrer à l'ENA. Ah bon? Ok. Bon, vous savez qu'il y a un concours. Ah, je savais pas. Ah oui. Oh, mais je vais l'avoir haut la main. Oui. Alors, si vous voulez, plutôt que de subir un échec violent,
juste en face, parce que ça c'est l'ENA, c'est ENA. Juste en face, vous avez une autre institution très très connue qui s'appelle le ANE, d'accord? C'est pas ENA, c'est ANE. Ça s'adresse au ANE d'ailleurs, ouais, aux ânes. Allez-y, vous allez voir qu'ils vont vous accepter. Ben, c'est exactement pareil. Ça veut dire il faut avoir la modestie, d'accord, de se dire, c'est l'esprit de Dieu, c'est la connaissance de Dieu. Encore une fois, je n'ai pas dit que c'est inaccessible, je n'ai pas dit que c'est impossible, d'accord, mais il faut prendre le temps, il faut prendre le temps de s'asseoir, il faut prendre le temps d'écouter, il faut prendre le temps d'absorber, de raisonner, d'apprendre par cœur, d'approfondir et d'améliorer son raisonnement jusqu'à ce qu'on arrive, si Dieu veut, à la longueur d'onde de la Torah. Ouais. Il dit, et c'est ça l'idée. C'est-à-dire que quand la personne, elle va accepter la dimension xéra, c'est ça, il a dit xéra imelefanai. Ouais, c'est un décret. C'est une explication. D'accord? Donc en vérité, quand on a dit, mais pourquoi c'est marqué Zot Chukata Torah? D'accord? C'est le dogme de la Torah. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit Zot Chukata Para? Maintenant on a compris. Parce qu'en vérité, cette loi-là de la Paradouma, c'est ce qui me donne la clé pour recevoir la compréhension sur le reste de la Torah. Parce que d'accepter, on a dit, ouais, que tu ne comprends pas parce que c'est quelque chose qui est plus grand que toi, ça te met dans une posture intellectuelle où tu vas ouvrir ton esprit et tu vas te mettre à étudier et à ce moment-là, tu pourras comprendre. Donc quand Hachem, il t'a dit tais-toi et ne discute pas, en vérité, il t'a rendu service parce que c'est grâce à ça que tu as pu comprendre. Et c'est grâce à ça que tu vas développer. La preuve, c'est que nous, on étudie la Torah parce que c'est la Torah de Dieu. Et c'est Dieu qui a donné la Torah. Et la Torah, elle est divine. Ok, donc la Torah, elle vient de Dieu parce qu'elle est divine. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Il a transmis la Torah à Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il a transmis la Torah au Béni Israël. D'accord? Donc c'est la Torah de Dieu que Moshe a transmis au Béni Israël. Ok. Et qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Il a dit Zichru Torat Moshe Avdi. Rappelez-vous de la Torah de Moshe, mon serviteur. Alors je comprends pas. C'est la Torah de Dieu ou c'est la Torah de Moshe? Donc vous avez compris. Évidemment que c'est la Torah de Dieu. Ouais. Mais comme elle dit la Gemara, quand quelqu'un il étudie et qu'il le donne toute sa vie pour ça, et qu'il va dans les profondeurs, et qu'il le fait avec la crainte de Dieu, et qu'il le fait avec la modestie, et qu'il le fait avec la pureté et la sainteté, ça devient sa Torah à lui. Ça devient sa Torah à lui. D'accord? C'est-à-dire que toi, maintenant, tu es obligé de passer par lui pour comprendre ce que Moshe, il a dit. C'est que lui, il est le représentant de Moshe Rabbeinu sur la terre. C'est que si tu as appris de Rav Shach, et si tu as appris c'est sa Torah à lui, d'accord? C'est le Rabbi Lubavitch, il va donner sa Torah à lui. Maintenant, grâce à sa Torah à lui, tu as compris la Torah de Rashi, qui lui-même t'a fait comprendre la Torah du Chumash. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, tu es lié maintenant. Donc, tu as Raphaël Shmolevitz et tu as le Maharal de Prague. Tout ça, c'est des gens qui vont en fin de compte donner des canaux pour que toi, tu puisses atteindre la Torah. Parce que toi, tu crois que sans le Maharal de Prague, tu vas aller directement à la Torah, mais qu'est-ce que tu vas comprendre? Ouais. Toi, tu crois que sans je sais pas, le Rabbi Nachman de Breslev, tu vas comprendre quelque chose. Tu as besoin de passer. Maintenant, le Rabbi Nachman de Breslev, lui, ouais, il a étudié beaucoup la Gemara, il a étudié beaucoup la Lacha, il a étudié beaucoup le Moussar. Ouais, avant d'arriver. Maintenant, si toi, tu crois que tu comprends Rami Nachman sans avoir étudié le reste, mais tu ne parles pas la même langue que lui, comment vous arrivez à comprendre ce qu'il raconte? Vous suivez ou non? Moi, une fois, j'étais dans une synagogue Breslev, à Montréal, et on m'a dit, tiens, tu vas expliquer une Torah de Rami Nachman. Alors moi, j'en ai lu quelques-unes, mais la vérité, je ne suis pas un spécialiste. Ils m'ont donné un thème, et j'ai commencé à lire. Mais moi, j'ai expliqué en profondeur. Ils m'ont dit, mais on n'a jamais entendu une telle profondeur dans Rami Nachman. Je lui ai dit, mais moi, je traduis avec ce que j'ai appris dans Rav Dessler, et dans le Maharal de Prague, et dans le Ran, et dans le Rashba, et dans la Gemara. Donc moi, je regarde avec une loupe, et vous regardez avec des lunettes. C'est pour ça que vous ne voyez pas la même chose. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas développer une autonomie intellectuelle et de connaissance dans la Torah, alors là, tu pourras commencer à, entre guillemets, avoir ton opinion personnelle. Mais quand tu viens avec ton contexte, avec ta culture, avec tes supermarchés, avec tes ambiances, avec tes reality shows et avec tes Beatles, et tu dis, j'ai une question sur la Torah, je dis, papa, tu n'as pas les bonnes lunettes, qu'est-ce que tu vas percevoir?
qu'est-ce que tu vas comprendre, qu'est-ce que tu vas faire. Et si tu vas dire, eh ben c'est pas grave, c'est mon idée à moi, c'est mon opinion à moi. Alors regardez, ça fait 1h29, donc il me reste 20 secondes. Donc je vais juste vous lire un Tosfot qui est au début du 9e péril de Sanhedrin. Et après, je vous laisse tranquille. La Gemara là-bas, elle dit Kol Israël Yeshlem Rekolomaba, tout Israël à part au monde futur. Elle dit sauf certaines personnes qui n'y ont pas droit. D'accord. Et là-bas, elle dit par exemple à Omer En Triatametim min Torah. Celui qui va dire que la résurrection des morts, qui va venir avec le Mashiach, elle, c'est vrai, ça existe, mais c'est pas écrit dans la Torah. Ouais. Celui qui dit que c'est vrai, mais c'est pas écrit dans la Torah, lui-même, il ne pourra pas profiter, c'est-à-dire se ressusciter quand il y aura la résurrection des morts. Bizarre, non? D'accord? Alors l'Agma a dit, regardez ce qu'il dit Tosfot. Donc il dit, à Omer, en triatametim min Torah, celui qui dit que la résurrection des morts n'est pas écrite dans la Torah. Il dit quoi? Chez Kofer ben Midrashim, ouais, parce qu'il remet en cause, il renie les Midrashim, donc les textes, des Darshinan Begmara, qu'on développe dans la Gemara. C'est les preuves, parce que la Gemara, elle amène des preuves qu'il y a une allusion à la résurrection des morts dans la Torah. Et lui, il dit non, c'est faux. Ces preuves-là, elles sont fausses parce que la Torah, elle ne parle pas de la résurrection des morts. Donc le fait que ça, il dit, parce que la Gemara dit, les Kaman Minaïn et Tratametim min Torah, d'où est-ce qu'on sait, d'après la Torah, qu'il va y avoir la résurrection des morts? Et la Gemara, elle amène des preuves. Alors il dit comme ça, Tosfot, Ve'afilu ye'emodé, même s'il reconnaît ou ma'amin, et il est croyant, she'yichyu ametim, que les morts vont vivre. Et la délo remisé baraita, mais il ne pense pas que c'est en allusion dans la Torah. D'accord? Kofer ou, ça s'appelle kofer, ça veut dire qu'il est hérétique et il renie la vérité de la Torah. Ve'o'il ve'oker sheyesh triatametim et la Torah, et puisqu'il a déraciné qu'il existe la notion de la résurrection des morts dans la Torah, malanou, regardez ce qu'il dit, malanou ou les emunato. Ouais. Qu'est-ce qu'on a, nous, de sa croyance? Qu'est-ce qu'on s'en fiche qu'il croit, puisqu'il ne pense pas que c'est parce que c'est écrit dans la Torah? Il dit, parce que même s'il croit à la résurrection des morts, mais il ne croit pas que c'est écrit dans la Torah. Ouais. Donc, d'où est-ce qu'il sait que ça, c'est vrai? Ah, parce qu'il le pense. Mais c'est la pensée. Aujourd'hui, tu penses comme ça, demain, tu penses comme ça. Il dit, Ilkar Kofer Gamour ou, c'est pour ça qu'il est considéré comme un Kofer à 100%, un hérétique, et c'est pour ça qu'il n'aura pas droit à la résurrection des morts, ouais, et au monde futur. Vous avez compris ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué, ça ne suffit pas d'être un intellectuel. Ça ne suffit même pas d'être un croyant. Ouais. Il faut que ta croyance, elle soit fondée sur le texte. Il faut que ta croyance, elle soit fondée sur la halakha. Il faut que ta croyance, elle soit fondée sur la Torah. Après que tu as un fondement dans la Torah, tu peux réfléchir, tu peux développer, tu peux analyser, tu peux même remettre en cause, c'est pas grave. Ouais. Moi, je vous dis, les meilleures questions, ouais, en 35 ans d'enseignement, je ne les ai pas entendues dans des salles de conférence. Je les ai trouvées dans des commentaires. Et les commentaires, ils te posent des questions qui te déstabilisent. Pourquoi? Parce que quand tu es dans le système et que tu poses une question pour comprendre le système, il n'y a pas de problème. Mais quand tu es en dehors du système et que tu poses une question, les 3/4 des cas, ce n'est pas une question pour comprendre, c'est une question pour te débarrasser du stress que te crée le système. Vous suivez ou non? Parce que tu ne veux pas manger cachère, parce que tu ne veux pas faire Shabbat, alors tu dis, où c'est marqué dans la Torah, qui a dit que c'est comme ça, pourquoi Moshe il a été puni, pourquoi David Amelech il a fait ça. Mais qu'est-ce que ça peut te faire à toi? T'es David Amelech, toi? Non, mais comme toi tu veux aller avec la Goya, hein, donc ça t'intéresse de dire, ah mais David Amelech il a fauté. Mais la Gemara elle dit que David Amelech, il a fait Teshuvah pendant 70 ans sur une pensée de faute, mais il n'a même pas fauté. Toi, Birlat, ça fait 22 ans que tu fais des avérotes avec des gens. Et maintenant, tu te poses la question tu sais pourquoi je le fais? Parce que si déjà David Amelech, il a fauté, alors moi aussi, j'ai le droit de fauter. Mais si David Amelech, c'était un cheval, toi, tu serais même pas le crottin. Bon, c'est un peu violent, mais en vérité, c'est moins que le crottin. Ouais. Mais c'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'il faut avoir la mesure de la démesure. Ouais. Il faut se remettre dans son positionnement,
de savoir qui on est. Et maintenant, encore une fois, je te dis, on a le droit d'avoir une réflexion, on a le droit d'avoir des idées, mais il faut que tes idées, elles soient passées par le laminage de l'étude, par le laminage de la yeshiva, par le laminage des rishonim. Ouais. Et c'est pas du bourrage de crâne, au contraire, c'est ce qui va développer la tête. Et maintenant que tu as développé ta tête, parce que tu as compris tous ces cerveaux-là, qui sont tellement puissants, qui ont commenté déjà la Torah, alors toi, tu peux trouver ton opinion personnelle, tu peux trouver ton chemin, mais ton chemin, il a été déjà formaté, ça veut dire qu'on t'a donné de quoi avoir la longueur d'onde. Ouais. C'est comme si quelqu'un il a fait 10 ans de solfège et de conservatoire, il va pas entendre la musique classique le même que le mec qui s'est entraîné sur un piano ou qui adore les CD de je sais plus quel musicien là. C'est pas rien à voir. Donc si toi tu as fait 10 ans de solfège et 10 ans de conservatoire, si toi tu as fait 20 ans de beaux-arts, tu vois pas une œuvre d'art de la même manière. Si tu as fait 10 ans de psychologie, si tu as fait des études en cancérologie, tu ne vois pas la maladie de la même manière. Donc, de la même manière, celui qui étudie la Torah, il n'a pas la même lecture que celui qui ne l'étudie pas. Donc, la meilleure invitation à quelqu'un qui veut avoir une opinion personnelle, c'est d'aller étudier. Et étudier, ça veut dire d'accepter. Et d'accepter, ça veut dire de se soumettre. Et bien, cette capacité de soumission, ouais, quand tu gardes ta soif de comprendre, malgré que tu acceptes que la Torah elle est vraie, alors à ce moment-là, tu vas développer la connaissance, la vraie connaissance. Parce que pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu vas avoir l'aide d'Akadosh Baruch Hu pour comprendre. Mais quand toi, tu t'entêtes, donc ton entêtement, en vérité, il est basé sur ton Yetzer Hara, tu crois que le Yetzer Hara, il va t'aider à comprendre l'esprit de la Torah, toi? Je crois que le Yetzer Hara, il va t'aider à comprendre qu'est-ce qu'il a dit le Rav Dessler, et qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva Eiger, et qu'est-ce qu'il a dit Raphaïm. Tu crois que le Yetzer Hara, il va t'aider, mais réfléchis un peu. Ouais, c'est comme si tu vas voir un proxénète et tu lui dis explique-moi la pudeur. Mais qu'est-ce qu'il va t'expliquer, lui? Il dit, je connais rien, moi. Tu vas voir un dealer, tu vas lui dire explique-moi l'indépendance. Il ne peut pas, il dit je vends de l'addiction. Donc tu voudrais que ta réflexion, qui est fondée sur l'Yetzirah, puisqu'elle est contre l'autorité divine, elle te permette de comprendre ce que l'autorité divine elle a voulu dire, ou comment tu peux aller contre l'autorité divine. Eh bien c'est ça, aussi la lecture de la marloquette entre Korach et Moshe Rabbeinu. Que Moshe Rabbeinu, il va dans le sens de l'acceptation, et que Korach, il va dans le sens de la polémique et de la remise en cause. Eh bien la polémique, elle n'amène pas la compréhension. C'est faux, c'est une erreur. Les gens, quand ils ont des questions, c'est comme les gens qui viennent à la fin du cours, me dire Rav, excusez-moi, je vais être l'avocat du diable. Je fais non, t'es pas l'avocat du diable, t'es le diable. Maintenant, t'as compris le cours. Il est violent, il est puissant, t'as pris un uppercut en pleine tête. Ok, va diriger, va digérer, va réfléchir. Ouais. Mais si tu restes dans le stress, tu dis ouais, il nous agresse, il nous impose, il nous dit que c'est comme ça. C'est comme tu veux, tu n'es pas obligé. On se revoit dans 20 ans et tu reviendras avec les mêmes questions. Je te dirai, dis-moi, en 20 ans, elle n'évolue pas ta pensée? Moi, à l'époque où j'étais pas religieux, si je pensais la même chose le lendemain, je pensais que j'étais con. Toi, ça fait 22 ans que tu penses la même chose et tu crois que tu es intelligent. C'est que si ta pensée n'est pas évolutive, c'est qu'elle est morte. C'est quand vous tournez la page d'un livre, quand vous revenez à la page d'avant, elle n'a pas changé. Ça s'appelle l'être morte. Mais la Torah, elle est vivante. Elle bouge, elle évolue, elle bouge, elle évolue, elle bouge, elle évolue, elle bouge, elle évolue. C'est ça la Torah orale. Donc, c'est comme si dans toutes les yeshivotes du monde, on étudie Shabbat. Et ben, je peux te dire que dans toutes les yeshivotes, on a une autre lecture, on a une autre approche, on a une autre finesse. Alors, soi-disant, comment ça se fait que ces keblos de la tête, là, ces obscurantistes, ces fermés du cerveau, ils ont 1 million d'opinions, et toi, soi-disant, qui a un esprit éclairé, parce que tu as eu la chance de faire 1 an de faculté, alors toi, tu as toujours les mêmes pensées depuis 20 ans. Donc, qui c'est le psychorigide? Qui c'est le relou? Qui c'est le blata? Qui c'est le keblo de la tête? Ouais. C'est toi ou c'est celui-là, là, se fermer avec son chapeau et sa barbe, qui peut aborder n'importe quel sujet sans aucun souci, alors que toi, finalement, dès que tu sors de ta matière, tu es complètement perdu. Voilà, donc prenez le temps de réfléchir à tout ça, qu'on peut poser à Hachem, on soit tous des serviteurs d'Hachem avec la connaissance. Alors, on va juste dédier le cours pour la Refoua Shelema, de tous les malades d'Israël. D'accord, vous répondez Amen si c'est possible. Amen. Et en particulier pour André David Ben Chana, Nissim Ben Saouda, Levana Bat Josette Esther, Maggie Amen. Myriam Batrana, Roger Yaakov Ben Nouna Léonie, Amen. Dov Michael Sadia Ben René, Henri Amen. Rachamim Ben Messaouda. Amen. Attendez une seconde.